Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce webinaire Rénalou sur les maladies rénales génétiques. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir nombreux ce soir. Donc, moi, je me présente, je suis Emmanuela Canevière, je suis la responsable de la Maison du Rhin pour Rénalou. Et j'animerai ce webinaire ce soir avec l'aide de Nathalie. Nathalie, je te laisse te présenter en quelques mots. Donc, bonsoir tout le monde, donc moi c'est Nathalie, je suis bénévole pour Rénalou depuis environ 7 ans et modératrice et animatrice sur le groupe Facebook. Et donc je vais donc participer à l'animation de ces vidéos ce soir. Donc, pour introduire le sujet de ce soir, donc les maladies rénales génétiques sont encore peu connues, mais la recherche évolue très rapidement aujourd'hui. Donc, de nouvelles approches émergent et l'objectif de ce webinaire est de mieux comprendre ces avancées et ce qu'elles changent concrètement pour les patients, pour nous malades. Donc, pour ce faire ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Knebelman. Donc, merci professeur beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter en quelques mots et puis ensuite démarrer votre présentation. Bonsoir, professeur. Merci Emmanuela, mais merci de m'avoir proposé ce webinaire. Donc moi je suis médecin néphrologue adulte à l'hôpital Necker et je travaille sur les maladies rénales génétiques depuis fort longtemps sous l'égide du professeur Grunfeld qui a été un des premiers en France et même en Europe à s'intéresser aux maladies rénales génétiques. Donc on va essayer de faire un petit panorama, le programme est un peu chargé. Puisqu'on a essayé de faire un panorama, on ne va pas traiter toutes les maladies, loin de là bien sûr. La première partie, je vous ferai un petit rappel quand même de génétique, est-ce que c'est une mutation pour comprendre éventuellement des analyses que vous seriez amené à recevoir et vous montrer que ce n'est pas toujours facile. Et après, quelques mots sur les essais cliniques et puis on verra en détail le syndrome d'Alport, la polykystose et une ou deux autres maladies selon le temps. Alors, les maladies rénales génétiques, alors il y a des diapos qui sont en anglais, mais vous embêtez pas, hein, je vous dirai le texte qui est important. Elles sont importantes, elles peuvent toucher les différentes parties du rein, vous savez, le filtre, le glomérule ou les tubes. Les maladies glomérulaires, les maladies tubulaires, les maladies kystiques, comme la polykystose, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein, plus de 100 gènes qui donnent des maladies kystiques, d'où la difficulté parfois de faire le diagnostic, et les anomalies du développement rénal. Et en gros, elles correspondent à 15-25% des causes d'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire de mise en dialyse ou en greffe, la polykystose étant de loin la plus fréquente. Alors, comment surviennent ces maladies génétiques? Eh bien, elles surviennent par une anomalie de l'ADN. L'ADN, vous le savez pour certains d'entre vous, c'est ce livre de la vie qui est basé sur un alphabet qui n'est plus ABCD, mais qui est ACGT. Ce sont 4 bases qui vont pouvoir réaliser cet alphabet un peu magique. Et il y en a beaucoup, puisqu'il y en a un peu plus de 3 milliards de bases dans le génome humain, et ça va aboutir au codage de 20 à 25 000 gènes. Donc ça, c'est important pour comprendre que même quand on a un gène atteint, comme celui de la polykystose ou un des gènes du syndrome d'Alport, autour, il y a tout un environnement qui fait que l'organe ne va pas se comporter de la même façon, même au sein d'une même famille, parce qu'il y a des milliers d'autres gènes qui sont plus ou moins exprimés. Le gène, pour faire simple, au niveau de l'ADN, il y a des bouts comme ça, des blocs en noir qu'on appelle les exons. C'est ça qui va donner naissance à l'ARN. Après, l'ADN est transformé en ARN. Et puis, entre les carrés, là, entre les rectangles plutôt, il y a des petites barres où il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle les introns qui ne codent pas, qui vont être progressivement éliminés. Et l'ARN mature va quitter le noyau et va pouvoir après être traduit en protéines. Donc il y a déjà un processus de maturation qui peut être source d'anomalie entre l'ADN et l'ARN. Et après, cet ARN va être traduit en protéines. C'est la protéine qui est un peu l'ouvrier de la cellule, selon un code à 3 lettres. C'est-à-dire que sur l'ARN, chaque triplet de 3 lettres, par exemple TTT, va donner naissance à la phénylalanine, TCT à la sérine, etc. Et il y a une vingtaine d'acides aminés qui vont créer après les protéines. Donc ça paraît très simple, hein, le code de base,
4 lettres, des codons de 3, 20 acides aminés, et bien sûr, les possibilités sont multiples. Alors, il y a des variations, on a tous des variations. Alors, on ne parle plus de mutations, on parle de variations parce que on en a tous, et mutations, parfois, c'est trop chargé. Il y a des variations de séquences de une ou quelques paires de bases, SNV en anglais, peu importe. Si elles sont dans un gène codant, elles peuvent altérer la fonction, mais sinon, on en a des milliers, 3 à 5 millions entre les gènes. La grande majorité de notre ADN, ce n'est pas des gènes, c'est une partie qui ne code pas pour des protéines. Et puis, il y a des variants qui sont des grands nombres de paires de bases qui sont anormaux. Là, c'est vraiment tout un petit fragment d'ADN qui est en double ou qui est délété au contraire. Et ça peut aussi créer des maladies, ce qu'on appelle les CNV, Copy Number Variant. Alors, le fait d'avoir une variation dans l'ADN ne veut pas dire qu'elle est pathologique. C'est une des difficultés qu'on a. Dans les exemples de nombres d'anomalies qui touchent un gros morceau, on va dire, d'un gène, il y a cet exemple du syndrome d'Alport en Polynésie. Il y a un effet fondateur. Et dans le gène du collagène 4, la chaîne alpha simple, vous avez juste un bout ici, 34 exons qui sont dupliqués, et la protéine va être totalement allongée et anormale. Ça, c'est assez rare et c'est assez particulier pour le syndrome d'Alport à cette origine polynésienne. Sinon, une variation génétique, la plupart du temps, par exemple d'un gène PKD2 pour la polykystose, vous avez la séquence au niveau de l'ADN génomique, du cDNA qui est rendu dans un compte-rendu de génétique, et au niveau protéique, là par exemple c'est une base A adénine qui est remplacée par une guanine, et au niveau de la protéine, c'est la tyrosine en position 527 qui est remplacée par la cystéine. Donc une simple remplacement d'une base par une autre va entraîner un changement d'acide aminé qui peut être ou ne pas être responsable de la maladie. Ce n'est pas parce qu'il y a une variation qu'elle est responsable de la maladie. Après, il y a des tas de logiciels et d'études de famille qui vont nous le dire. En effet, ces variations, il faut se poser la question, est-ce qu'elles sont vraiment pathogènes? Alors, les logiciels vont nous dire si elle affecte la fonction de la protéine. Et puis, on n'a pratiquement jamais des études de fonction, c'est trop compliqué, mais on va faire souvent des études de ségrégation dans la famille. Alors, les polymorphismes, je passe. Les ségrégations dans la famille, ça va dépendre du mode de transmission, mais en gros, on va vouloir trouver l'anomalie génétique chez ceux qui sont malades et pas chez ceux qui ne sont pas malades. Alors pour ça, on va s'aider d'abord du mode de transmission de la maladie. Il y a plusieurs modes de transmission. Il y a les maladies récessives. Dans ces cas-là, ça touche une seule génération. Vous voyez sur cet arbre ici. Les parents, c'est favorisé par la consanguinité. Si les parents, par exemple, sont cousins germains, ça favorise parce que s'ils ont tous les deux un gène muté, le papa, il a un gène muté en rouge et un gène normal en bleu, la maman pareil, et à ce moment-là, il y a un enfant sur 4 qui va hériter à la fois du gène muté de la maman et du gène muté de la papa, ici en rouge, et c'est lui qui va être atteint. Donc il y a 25% de risque d'être atteint dans une maladie récessive quand les parents sont hétérozygotes pour deux variants d'un même gène. C'est l'exemple pour la polykystose récessive, pas la dominante, la cystinose, la néphronophtise et de nombreuses autres maladies rénales comme la dysgénésie tubulaire. Dans la transmission autosomique dominante, là, on voit tout de suite sur cet arbre qu'il y a 2 générations qui sont touchées. Il y a une transmission d'un père, à la fois un fils et à la fois une fille. Donc, c'est forcément autosomique dominant, ça ne peut pas être lié au chromosome X. Et là, le père qui est atteint, il a donc un chromosome qui porte la mutation en rouge. Il a une chance sur 2 de le donner à ses enfants et une chance sur 2 de donner le normal. Donc, il y a 50% de risque pour les enfants d'être atteints, que ce soit des garçons ou des filles. Alors, des fois, vous entendez le terme homozygote. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une maladie récessive, les parents ont dit qu'ils sont hétérozygotes parce qu'ils ont un allèle normal en orange ici et un allèle muté en rouge, le petit a, à la fois le papa et la maman, avec, on a vu, un quart de risque pour que les enfants soient homozygotes, c'est-à-dire qu'ils aient hérité des 2 allèles mutés du papa et de la maman.
Et donc là, les homozygotes sont malades. On pourrait dire que cet enfant-là a reçu les 2 allèles sains. Lui, il est homozygote, mais pour les allèles sains de référence, et donc il n'est pas malade. Donc c'est le cas où on disait, comme beaucoup de familles, beaucoup de maladies, par exemple certains syndromes néphrotiques liés à la podocine. Les hétérozygotes, ils peuvent être soit simples, à ce moment-là, ils ont un allèle muté, un allèle normal, soit composites dans les maladies récessives. Ils peuvent avoir reçu 2 allèles différents du papa et de la maman, qui chacun sont anormaux. C'est encore plus rare, mais ça peut arriver. Ça se voit aussi dans quelques maladies génétiques. Alors, les maladies liées à l'X, donc celles sont transmises par les femmes, mais on peut dire qu'il y a des petites subtilités. Vous pouvez avoir, par exemple, le syndrome de Love qui va toucher une maladie sévère qui peut donner un retard mental, des anomalies des yeux et des anomalies rénales avec des calculs, une insuffisance rénale. Là, c'est vraiment récessif lié à l'X, c'est-à-dire que les femmes, vous voyez, elles ne sont pas en noir sur cet arbre, elles ne sont jamais atteintes, elles sont uniquement transmettrices. Par contre, il y a des maladies également liées au chromosome X, où on parle plutôt d'hérédité dominante liée à l'X. Et l'exemple type dont on reparlera, c'est le syndrome d'Alport. Sur un arbre, on peut voir que les hommes et les femmes sont atteintes, mais les femmes en général sont atteintes beaucoup moins sévèrement que les hommes. Ça peut être parfois difficile à distinguer d'une forme autosomique dominante. Alors, quel est le risque de transmission dans les maladies liées à l'X? Premier cas, par exemple, un syndrome d'Alport lié à l'X. Premier cas, c'est le papa qui est malade. Il a un chromosome X qui a la mutation. Il en a un seul, puisque c'est un homme. Il va donc donner ce chromosome X à toutes ses filles. Toutes ces filles seront hétérozygotes. Elles auront un chromosome X malade du papa, un chromosome X normal de la maman. Par contre, à ces garçons, il va donner uniquement le chromosome Y en bleu, et donc tous ces garçons seront sains. Aucun ne pourra avoir hérité du chromosome X malade. Par contre, si c'est une femme qui porte cette maladie liée à l'X, elle a un chromosome X qui a la mutation, un chromosome X normal, et donc il y a une chance sur 2 que ces filles soient comme elle, hétérozygotes, avec une maladie en général qui n'est pas très sévère, et une chance sur 2 qu'elles aient un garçon qui soit hémizygote, c'est-à-dire qu'il a un seul chromosomique avec la mutation et qui, lui, ait une maladie sévère. Donc, vous voyez, les modes de transmission sont très différents, avec des risques différents qui sont très, très importants à déterminer pour chaque maladie rénale, notamment. Ça, on va passer. Alors, on parle d'hétérogénéité génétique. Quand il y a plusieurs gènes responsables de la même maladie, par exemple la polykystose, vous savez qu'il y a 2 gènes principaux, PKD1, PKD2, mais maintenant qu'on a une quinzaine de gènes qui peuvent donner des phénotypes similaires. Le syndrome d'Alport, il y a 3 gènes. ADTKD, on en parlera un peu, c'est des maladies un peu kystiques aussi, mais très différentes, pas avec des gros reins, il y a plus de 6 gènes. Et la néphronophtise, qui est rare pourtant, il y a plus d'une vingtaine de gènes actuellement. Et après, on parle d'hétérogénéité clinique, parce que là, c'est le clinique, c'est le phénotype, c'est la clinique. Pour un même gène, et même pour un même type de mutation, on peut avoir une sévérité différente. Par exemple, pour la néphronophtise, pour des délétions homozygotes, c'est-à-dire vraiment qui enlèvent tout le gène qu'on appelle NPHP1, peu importe, c'est plus fréquent, qui a été identifié ici d'ailleurs à Necker. Ben, on peut avoir une néphronophtise juvénile qui va toucher que les reins, une néphronophtise avec une rétinite pigmentaire sévère qui peut aller jusqu'à la cécité, et puis parfois même des anomalies du cerveau, du thorax. Donc ça, c'est une hétérogénéité qui est assez compliquée à comprendre, puisque avec un même gène, une même mutation, on a des maladies un peu différentes, et ce qui joue un rôle, c'est là encore, c'est les 10 000 gènes qu'il y a autour du gène malade. Alors l'intérêt de rechercher une cause monogénique devant une maladie rénale est grandissant ces dernières années. C'est important pour faire un diagnostic, bien sûr, on l'a mis en bas, certains, parce que sinon c'est parfois difficile. Pour le conseil génétique, le diagnostic prénatal préimplantatoire, on en dira un mot. Pour l'impact sur la prise en charge, ça peut éviter un traitement inutile, par exemple le traitement immunosuppresseur dans un syndrome néphrotique. Il y en a qui sont sensibles aux corticoïdes, à d'autres, et d'autres qui sont génétiques qui ne sont pas sensibles. Donc, il faut très vite déterminer si c'est génétique ou non.
Pour la transplantation, ça peut aider au choix du donneur vivant apparenté à un patient qui a une maladie génétique. Ça peut permettre de prédire certaines maladies qui peuvent récidiver sur le greffon, comme l'hyperoxalurie, par exemple, primitive. Pour le patient, bien sûr, ça a une utilité pour le pronostic, même au sein des maladies kystiques, au sein du syndrome d'Alport, certains variants sont associés à une maladie beaucoup moins sévère. Ça va de plus en plus guider le traitement, donc c'est important. Ça va permettre de participer à des essais thérapeutiques ciblés, et on va voir qu'il y en a beaucoup qui se mettent en place, notamment dans la polykystose, dans l'Alport, et bien sûr, permettre d'identifier des nouvelles cibles. Ça permet aussi parfois de faire un diagnostic présymptomatique. Par exemple, si on fait un diagnostic assez tôt dans une famille de polykystose avec anévrisme avant qu'apparaissent des kystes. Donc les intérêts sont multiples et il faut vraiment de plus en plus le faire puisque l'accessibilité est maintenant assez facile. Le coût n'est pas un problème en France, on a de la chance. On a des pays où on a le plus accès aux tests génétiques et il y a toujours à proximité dans la région un laboratoire capable de le faire. Les techniques, peu importe, avant c'était la vieille technique où on séquençait des petits bouts, maintenant c'est ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing. Après on va analyser en même temps quelques milliers de gènes ou en même temps tout ce qu'on appelle l'exome, c'est-à-dire toutes les parties du génome qui codent pour un gène. Les résultats, on va dire, sont assez sensibles, sensiblement identiques. Alors la difficulté, c'est que plus on augmente la quantité d'ADN qu'on séquence, plus on va trouver des anomalies. Si on séquence 3 gènes responsables de polykystose, on va en trouver quelques dizaines. Si on séquence tous les exomes, on va en trouver 30 000. Si on séquence tout le génome, ce qu'on commence à faire, hein, le Whole Genome Sequencing, il y a 2 plateformes en France, là, on va trouver des millions de variants. Et ce ne sera pas toujours facile de dire lequel est responsable de la maladie. Et puis, il y a des gènes particuliers qui résistent aux techniques classiques. Par exemple, dans ce qu'on appelle les ADTKD, des maladies tubulo-interstitielles autosomiques dominantes, notamment le gène MUC1 qui a été identifié il y a une dizaine d'années, eh bien, on a mis, malgré des techniques considérables, plus de 15 ans à l'identifier parce que le séquençage avec des nouvelles techniques, même de l'exome, même du génome, manquait, n'arrivait pas à analyser ce gène. Et c'est en partie grâce à une technique mise au point ici par Guillaume Dorval à l'Institut Imagine. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails. En gros, c'est une technique bioinformatique qui permet à partir de petits fragments d'ADN de reconstituer les séquences et de voir quand il y a des anomalies dans ce gène MUC1 qui est très difficile à séquencer parce qu'il est fait de tas de répétitions. Donc, vous voyez que même aujourd'hui, en 2026, on pense qu'il y a encore des gènes qui sont difficiles à analyser et on n'a pas toujours un résultat. Alors, comme je vous le disais, on trouve des variants. Après, ce qui est très important, c'est de faire des analyses de ségrégation dans la famille pour vérifier que ceux qui ont le variant, ceux qui sont malades ont le variant et vice-versa, ceux qui ne l'ont pas le variant. Alors, on ne le fait pas toujours, mais quand il y a un variant de signification incertaine, c'est très important de le faire. Et donc, comme représenté dans ce schéma, le médecin annonce, bon, votre fonction rénale est stable. Pour la génétique, vous avez une variation de signification inconnue. Et il demande un prélèvement de vos parents. Et la patiente dit, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est très, très stressant, mes parents sont âgés, ça m'ennuie de les embêter avec ça. Mais en fait, c'est très important parce que c'est la seule solution parfois pour permettre de déterminer si une personne qui a un variant, on a bien mis la main sur le bon variant responsable de la maladie. Donc ça va influer le diagnostic, ça va influer le pronostic, ça va influer le conseil génétique pour ces enfants et éventuellement le traitement, bien sûr. Donc c'est très important et il nous arrive d'aller chercher les parents, même s'ils sont âgés, on se débrouille pour les faire prélever près de chez eux. Il faut un petit peu d'énergie, par contre, pour le faire, et malheureusement, ce n'est pas toujours fait, parce que ça demande du temps, et on peut se faire aider de conseillers génétiques quand on a la chance d'en avoir, dans les centres un peu spécialisés, comme chez nous ici, mais ça demande beaucoup de temps, et il faut bien expliquer aux patients aussi qu'ils participent à cette enquête, qui est parfois indispensable, puisqu'on fait souvent des études qu'on appelle en trio, c'est-à-dire que le patient est atteint et les parents. D'autant plus que vous savez qu'on peut avoir une maladie rénale
sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois des parents qui ont quelques kysts, qui ont une créatinine à 300 micromoles, ils avaient juste un peu d'hypertension, ils n'ont jamais eu de vérification. Hein. Donc on arrive comme ça à avoir des maladies qui n'ont pas été détectées chez les parents, la génération au-dessus. Donc ça, c'est une étape très importante qu'il faut comprendre. Ça, je vais passer, c'est un exemple un peu compliqué. Et pourquoi donc c'est important? Parce que les variants qu'on trouve après l'étape de génétique moléculaire, soit ils sont ce qu'on appelle, on a une classification classe 5, 4 ou 5, c'est-à-dire probablement pathogènes ou pathogènes, là on est assez tranquille, on pense qu'ils sont responsables de la maladie, on a des tas de critères pour le dire. Les classes 1 et 2, on pense qu'ils ne sont vraiment pas responsables de la maladie. Et puis au milieu, il y a cette classe 3, les variants de signification inconnue, qui sont assez fréquents, et notamment dans le gène de la polykystose, PKD1, dans les gènes du collagène associés au syndrome d'Alport, il y a énormément de variants de signification inconnue. Et aujourd'hui encore, on a des familles ici dont on sait, qui ont des variants et on ne peut pas attribuer avec certitude leur maladie à ces variants. Donc ça, vous avez compris. Le prescripteur, donc bien sûr, il faut bien expliquer aux patients, et ça vous le savez, expliquer l'utilité, informer avant le prélèvement de la législation concernant la parentèle, c'est-à-dire que les patients maintenant, on leur dit qu'ils sont censés informer les sujets à risque dans la famille de leur risque de maladie. Après, ce n'est pas à eux d'organiser bien sûr le dépistage, mais ils doivent être informés. Et puis après, des résultats doivent être rendus en consultation pour discuter les variants certains, les variants de signification inconnus. Bon, je ne vais pas parler là, des découvertes fortuites on fait rarement ça en France. Alors, ça a des impacts, bien sûr, sur la prise en charge. Par exemple, un syndrome néphrotique, c'est un peu comme tout à l'heure, qui a été traité par des corticoïdes parce que c'est traitement habituel. On reçoit après la génétique parce qu'il devient résistant et on s'aperçoit qu'il y a un gène responsable de syndrome néphrotique. Donc, tout de suite, on arrête tout traitement immunosuppresseur. Par exemple, là, c'était pour un don de rein. C'était une famille, il y avait un variant PKD1 identifié et rapporté comme une classe 4. Il a été revu ici après cette famille. Il y avait un projet de don de rein avec un des enfants. Et finalement, il a été repassé, le cas réexaminé ici. Finalement, le variant PKD1, c'était un variant de signification inconnue et il n'était pas responsable de la maladie. Et une nouvelle analyse génétique a montré qu'en fait, la maladie était liée au gène MUC1. Donc, on a pu bien identifier la maladie et éviter qu'un sujet porteur d'un gène pathologique ne donne un rat. Vous voyez, il faut être quand même prudent. Alors, quelques mots sur le présymptomatique. Ce qu'on appelle présymptomatique, c'est avant qu'il y ait des symptômes, chez les enfants notamment. Est-ce qu'il faut le faire quand? Ça dépend un peu de la maladie, mais déjà, est-ce qu'il faut le faire? C'est uniquement quand il y a un bénéfice. Hein, la loi de bioéthique dit ça en France. Et s'il n'y a pas de bénéfice, ça ne sert à rien, à part stresser les enfants et stresser les parents. Alors, il y a des maladies, bien sûr, des gènes de prédisposition au cancer, c'est évident. Il y a des maladies où il n'y a pas de bénéfice, comme les maladies de Huntington, qui est une démence tardive. Tant qu'il n'y a pas de traitement, ça ne sert à rien. Dans les maladies rénales, il y a par exemple la polykystose. Et bien, la polykystose, il n'est pas recommandé, la polykystose dominante classique, de faire un diagnostic présymptomatique chez les enfants, parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Malgré ça, on voit encore beaucoup de médecins, de pédiatres, d'obstétriciens qui disent il faut faire dépister votre enfant. Hein, donc, il faut s'élever contre ça. Et moi, même si les parents me demandent qu'ils sont un peu inquiets, je les rassure et je leur dis il n'y a pas de bénéfice, on fera ça tranquillement quand ils seront jeunes adultes. Hein, puisque, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qu'on donnerait à un enfant. Donc ça, c'est très, très important. Au syndrome d'Alport, c'est un peu différent, ça dépend de l'âge, du mode de transmission. À ce moment-là, par contre, on suscite un diagnostic présymptomatique parce qu'il y a un bénéfice. S'il y a quelqu'un atteint de l'albumine dans les urines, on va le traiter tôt. Donc ça dépend vraiment de la maladie, mais il faut qu'il y ait cette notion de bénéfice. Le diagnostic prénatal, là, ce n'est pas ma spécialité, mais vous savez que c'est juste un mot, hein, ça permet de passer d'un risque statistique à un risque de certitude. Donc ça, ce n'est proposé que dans les affections d'une particulière gravité,
La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'une particulière gravité? Il y a très peu de demandes pour la polykystose autosomique dominante. Je vois très peu de demandes des couples de cycle prénatal ou préimplantatoire. Il y en a plus pour le syndrome d'Alport, qui est plus sévère, qui peut conduire à la dialyse à 20 ans des fois. Donc, ça doit être fait, bien sûr, dans des centres agréés, par une biopsie de trophoblaste, et c'est fait s'il y a une idée d'interruption de grossesse en cas d'un fœtus atteint, mais même si c'est le cas, à tout moment, c'est la décision du couple qui peut décider d'interrompre la procédure, et j'ai déjà vu ça, par exemple, dans le syndrome d'Alport, un couple qui avait décidé un diagnostic prénatal, l'enfant était de sexe masculin, un fœtus, atteint, et finalement, le couple a décidé de continuer la grossesse et de pas de faire d'interruption. C'est des choix difficiles, bien sûr. Et il y a maintenant le diagnostic préimplantatoire, donc ça, c'est plus récent. À ce moment-là, ça passe aussi, bien sûr, devant une équipe pluridisciplinaire, généticiens, gynécologues, biologistes, psychologues. Il y a donc des comités, donc il y a quelques centres en France, c'est pas fait partout. Et ça consiste à faire une stimulation ovarienne, une fécondation in vitro, une biopsie embryonnaire et de transférer un embryo dont on est sûr qu'il n'a pas la mutation. Donc ce n'est possible que si la mutation, le variant pathogène, on est certain qu'il soit responsable de la maladie, bien sûr. Donc ce n'est pas toujours possible. Et c'est une procédure qui est longue, puisque cette procédure de tri et surtout de réimplantation n'a que 30% de chances de succès, hein, avec un délai entre 6 mois et plutôt proche de 2 ans entre le début, enfin, avant la première tentative. Donc c'est vraiment une approche qui est réservée en général aux maladies très sévères, et il y a très peu de demandes pour la polykystose. Il y en a eu quelques-unes, et il y en a quelques-unes pour le syndrome d'Alport dans les formes sévères. Et puis pour d'autres maladies récessives très sévères, comme la polykystose récessive, c'est possible. Donc, les conclusions, ben, c'est les enjeux à concilier, hein, respect du secret médical et de la vie privée, le consentement de la personne, son droit à ne pas savoir, préserver le lien de confiance entre le médecin et la personne, ne pas dissuader une personne malade de réaliser un examen, la responsabilité vis-à-vis de la connaissance et donc de la transmission de l'information, et puis discuter les situations difficiles, notamment les variants de signification inconnues. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Merci beaucoup. Comme ça, s'il y a des Merci questions de beaucoup. génétique un peu générales, on peut y répondre. Ouais. Mais après, on reprendra sur la polykystose et l'Alport plus en détail. Très bien, merci beaucoup pour cette première partie. Effectivement, on va prendre 2-3 questions avant de passer à la suite. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, on diagnostique mieux les maladies rénales génétiques qu'il y a quelques années? Ah oui, sans contestation possible, hein. Je n'ai pas des chiffres à vous donner précis, parce que ça serait très difficile, mais il y a eu 2 raisons majeures. C'est les progrès technologiques. Comme toujours, avant, séquencer l'ADN complet, il y a 30 ans, ça coûtait des millions de dollars, hein, c'était le programme Génome humain. Maintenant, ça peut se faire pour quelques centaines de dollars dans beaucoup de laboratoires. Donc, ça se fait beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, donc c'est accessible, hein. C'est un peu comme s'il y avait la Ferrari dans tous les laboratoires, presque. Ça a quand même un coût. Et après, il y a aussi l'éducation des médecins, de la population, vis-à-vis de cette demande, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de maladies étaient génétiques, hein. Et je vous ai dit au début, peut-être 10 à 20% des causes d'insuffisance rénale avancées sont d'origine génétique. Donc, il y a eu une incitation de tous les néphrologues en France et dans le monde, et on est très bien placé en France pour faire plus facilement des tests génétiques. Merci. J'ai également une autre question. Est-ce que le risque de variants génétiques diminue avec les générations dans une même famille? Non, non. Ce qu'on connaît, c'est dans de très rares maladies. Je ne connais pas d'exemple dans les maladies rénales. Dans certaines maladies neurologiques, il y a un phénomène d'anticipation. C'est-à-dire que la maladie devient plus sévère à chaque génération. Mais dans la maladie rénale, non. Donc, en général, quand il y a un variant, comme dans la polykystose dominante, Alport dominant, Alport, une fois qu'il est là dans les cellules, dans toutes les cellules de l'organisme, il est dans les gamètes,
ce soit les spermatozoïdes ou les ovocytes. Donc, il va se transmettre avec les risques statistiques qu'on a vus, et il va y être dans les cellules, mais il n'y a pas de variation, si vous voulez, de prédisposition d'une génération à l'autre. Et notamment, il n'y a pas, ces maladies ne sautent pas une génération, hein, comme parfois on nous pose la question, est-ce qu'il peut, si le grand-père est atteint, si le fils n'est pas atteint, le petit-fils ne sera pas atteint. Très bien. Une dernière question avant de passer à la suite. À quel moment faut-il envisager un test génétique? Alors ça, c'est une question très générale, très importante, bien sûr, mais générale. On ne peut pas répondre de manière générale parce que, je ne dire pas que chaque patient est un cas particulier, mais si vous voulez, on classe un peu les maladies dans différents groupes. Mais en gros, pour répondre de manière générale, on pourrait dire que si on n'a pas de diagnostic avec ce que le médecin sait faire par l'interrogatoire, l'examen des reins, les échographies, les IRM, etc., la biopsie rénale parfois pour certaines maladies, si on n'a aucun diagnostic, il faut se poser la question d'une maladie génétique. Et donc, par exemple, on a mis dans les indications du plan France Génomique 2025, c'est-à-dire d'accès aux techniques les plus modernes jusqu'au séquençage complet du génome, une insuffisance rénale avancée inexpliquée avant de 45 ans. Alors 45 ans, c'est ce qui avait été mis à l'époque, c'est probablement trop jeune, hein. On va dire 45-50 ans, parfois plus. S'il n'y a aucune explication, il faut faire un test génétique. S'il y a des antécédents familiaux de maladies rénales, il faut faire un test génétique. Si à côté du rein, il y a d'autres organes atteints, une surdité, une atteinte des yeux, une atteinte du squelette, il faut évoquer cette maladie génétique. Après, voilà, il faut trouver l'équilibre entre pas trop le demander, parce que ça demande quand même beaucoup de travail au laboratoire, en dehors du coût, hein, même si en France, on a l'impression que tout est gratuit, tout n'est pas gratuit, hein, c'est quand même nous qui payons tous ces beaux services publics que nous avons. Et deuxièmement, s'il y a une charge de travail considérable dans les laboratoires, et les délais sont très importants. Le génotype de la polykystose, ça part beaucoup à Brest, parce qu'ils sont avec un laboratoire spécialisé. Maintenant, ça peut se faire un peu ailleurs. Ils ont 1 an de délai. Ici, à Necker, où il y a un laboratoire hautement spécialisé qui reçoit des prélèvements, heureusement un peu moins de toute la France maintenant, ils ont un délai aussi de quelques mois. Sauf dans les situations urgentes, quand il y a un diagnostic prénatal, un diagnostic préimplantatoire, là, il y a la possibilité de faire les choses très rapidement en 15 jours. Donc, il y a quand même une surcharge de travail dans les laboratoires par un manque de personnel, à la fois technicien de laboratoire, personnes capables d'interpréter les logiciels bioinformatiques et médecins, généticiens. Nous, on a la chance en France d'avoir quelques spécialistes à la fois néphrologues et généticiens. Ce n'est pas le cas partout. Et ça simplifie les choses parce que vous voyez qu'elles sont parfois complexes. Merci beaucoup, professeur. Je vous propose qu'on poursuive avec votre présentation et on reviendra aux Ok, questions alors après qui ce commencent à être survol, nombreuses un peu plus j'espère tard. que je ne vous ai pas déjà perdu. Après un petit peu ce rappel, hein, de génétique sur les différents modes de transmission, la consultation, etc. C'est des notions importantes. Je voulais vous dire quelques mots juste sur les études cliniques parce qu'on va parler des essais après dans quelques maladies. Alors, les études cliniques KESACO, eh ben, il y a plusieurs étapes dans le développement d'un médicament et c'est un processus très long, hein, une dizaine d'années en moyenne. Vous voyez que quand on est patient, on n'est pas très patient à juste titre, mais il faut savoir que malheureusement, c'est une procédure qui prend du temps. Donc, il y a ce qu'on appelle la phase préclinique. Ça va consister à tester une molécule sur des cellules, par exemple des cellules rénales. On fait ça sur des cellules dérivées des urines, dérivées des reins. Ici pour différentes maladies, la néphronophthise, la polykystose. Et après, beaucoup sur des souris. Il y a des modèles de souris pour la polykystose, pour le syndrome d'Alport, pour la néphronophthise, pour l'hyperoxalurie. Il y a des modèles de souris pour beaucoup de maladies. Alors, ce n'est pas l'animal idéal, il est un petit peu éloigné de l'homme au point de vue organes, notamment reins, mais il est très utilisé parce que il y a des souris transgéniques très disponibles. On peut inactiver des gènes, 1, 2, 3, en remplacer d'autres. Donc, on va dire que
c'est quand même l'outil le plus puissant. Et puis, plus rarement, on peut après tester un médicament sur d'autres animaux. Après, il y a toute une phase de toxicologie qui est faite sur des fois des lapins, des chiens, des singes, très souvent, jusqu'aux singes, pour vérifier l'absence de toxicité et la pharmacologie. Donc, il y a toute une étape très importante avant d'arriver chez l'homme à la phase 1. La phase 1, c'est un petit groupe en général de volontaires sains, parfois aussi des patients 1A, 1B, un tout petit groupe, hein, ça peut être 10, 20 personnes, où on va tester à la fois la sécurité et la pharmacocinétique, c'est-à-dire doser le médicament dans le sang, dans les urines. Après débute vraiment l'essai du médicament. D'abord, c'est des phases 2, c'est un petit groupe de patients, ça va être 20, 40, 60 patients, quelque chose comme ça. Et là, on va commencer à regarder l'efficacité, les doses qui peuvent être efficaces, la pharmacocinétique, c'est-à-dire la vie du médicament dans le corps humain, mais en situation de maladie. Et puis parfois, on va doser des biomarqueurs dans le sang, dans les urines, pour voir si la molécule a atteint sa cible. Et puis après vient la phase cruciale, ce qu'on appelle la phase 3, pour montrer qu'un médicament est efficace, qui va permettre l'autorisation de mise sur le marché par les autorités, l'EMA en Europe, et puis la NSM en France, la FDA aux États-Unis, etc. Ces études de phase 3 sont longuement préparées, pensées, vont en général concerner plusieurs centaines de patients, voire milliers pour les maladies fréquentes. Évidemment, ce qui pose un problème pour les maladies rares, puisque on n'arrive pas, pour la polykystose, facilement à réunir des centaines de patients qui peuvent être à un certain stade et participer à ce type d'essai. La phase 4, ensuite, là, c'est uniquement une fois que le médicament est sur le marché, il y a une phase de surveillance, notamment des effets indésirables à long terme. Donc, c'est extrêmement régulé, comme vous le voyez. C'est long, c'est très coûteux. Hein, c'est des dizaines de millions d'euros ou de dollars pour développer un médicament. Plusieurs centaines, même quand on va jusqu'à la fin. Alors, la sélection, quand on essaie un traitement, ce n'est pas tout le monde qui a la maladie qui peut participer à une étude. Parce qu'en général, il y a des critères d'inclusion et de non-inclusion qui sont très, très importants, qui ont été réfléchis, parce que tout le monde, les maladies ne sont pas homogènes. Hein. La polykystose, il y a des gens qui ne progressent jamais vers l'insuffisance rénale, même à 90 ans. Il y en a d'autres qui sont en dialyse à 35 ans. Donc, ça montre bien que c'est très hétérogène et on a maintenant quelques critères pour dire qui est à risque de progresser rapidement. Pareil pour le syndrome d'Alport, si vous avez que du sang dans les urines, c'est pas pareil que si vous avez une grosse protéinurie. Donc, en général, on sélectionne des gens qui ne sont pas trop malades, mais quand même un peu malades ou à risque de progresser. Sinon, on n'a rien à mesurer. Et si on n'a rien à mesurer, on ne peut pas dire si un médicament est efficace, sauf à le tester pendant 10 ans, mais ce n'est pas possible. Et les maladies rénales, ça évolue lentement en général. Hein. Ce n'est pas l'infarctus du myocarde, le cancer, où on a des réponses très rapidement. L'insuffisance rénale de maladie génétique, ça évolue sur des années et des années. Alors ensuite, il y a une consultation avec le médecin investigateur. Si le patient est d'accord, il est inclus dans l'essai. Il y a plusieurs types d'essais. Dans les phases 2 ou 3, il y a un tirage au sort, souvent. Et après ce tirage au sort, les patients peuvent recevoir soit le nouveau traitement, soit un placebo. En ouvert, à ce moment-là, on sait qui reçoit le placebo, qui reçoit le traitement, soit ce qu'on appelle en double aveugle. C'est une étude randomisée en double aveugle, et c'est ce qui est en général exigé par les autorités dans les phases 3 avant la mise sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort et soit la moitié, soit 1 sur 3, soit 1 sur 4 des individus va prendre le traitement et les autres le placebo. Et après, on va suivre pendant une période donnée. Et à la fin de l'étude, on va mesurer les paramètres, par exemple la fonction rénale, la protéinurie, le volume des reins pour la polykystose. Et on va lever l'aveugle et analyser pour voir si ceux qui ont le médicament par rapport à ceux qui ont le placebo ont des meilleurs paramètres. Donc c'est important de bien comprendre toutes ces étapes. Alors, on va embrayer direct, je pense, sur les maladies rénales génétiques.
Ce n'est pas la peine de faire une pause maintenant. Diverses qu'on peut un peu plus développer. Alors, on va commencer par le syndrome d'Alport parce qu'il est, même si ce n'est pas le plus fréquent, ça devient le plus fréquent maintenant après la polykystose. C'est devenu la deuxième maladie génétique la plus fréquente. Et il y a un gros intérêt actuellement, à la fois génétique et de thérapie pour ce traitement. Le syndrome d'Alport, c'est un problème de barrière. La barrière, c'est la barrière de filtration. Vous savez que vos reins, ils filtrent tous les jours 180 litres de sang, une baignoire de sang, et notamment par des petites unités qu'on appelle les néphrons. On en a 1 million par rein à peu près. Dans ces néphrons, il y a une entité particulière qu'on appelle le glomérule, et c'est là que le sang est filtré. Le sang, là en rose, il passe à travers cette barrière où il y a le sang, les cellules endothéliales, la barrière glomérulaire et les cellules épithéliales ou podocytes. Donc, une triple couche qui permet de filtrer, de laisser passer ce qui doit passer dans l'urine et de retenir le sang, les protéines et beaucoup de choses. Et dans le syndrome d'Alport, ce filtre ne marche pas bien. Cette membrane basale est anormalement mince ou désorganisée. Et là, vous voyez une photo assez exceptionnelle d'un globule rouge en train de traverser cette barrière qui normalement lui est interdite parce que la membrane basale est trop mince en rapport avec une anomalie du collagène. Alors, la maladie du syndrome d'Alport, au début, elle est asymptomatique. Après, pratiquement toujours survient une hématurie microscopique, puis une protéinurie, d'abord microalbumine, puis vraie protéinurie importante, puis une insuffisance rénale jusqu'au stade de la dialyse ou de la greffe. Ça sur des années. Et au niveau de la biopsie rénale, au stade précoce, on ne voit pas grand-chose, rien de spécifique, on va dire. C'est uniquement la microscopie électronique à très très haute résolution qui permet de voir des anomalies de cette fameuse membrane basale glomérulaire qui est épaisse, irrégulière. Alors la complexité de ce syndrome d'Alport, elle vient du fait qu'il y a 3 modes de transmission pour la même maladie. Historiquement, c'est la forme liée à l'X, avec les femmes hétérozygotes peu malades et les hommes malades. La forme autosomique récessive plus rare, avec les hommes et les femmes également touchés, avec la même sévérité, et en gros c'est la même sévérité que les hommes liés à l'X. Et de plus en plus, ces formes autosomiques dominantes qui touchent plusieurs générations sont de plus en plus retrouvées. En effet, avant, certains même mettaient en doute leur existence. Maintenant, ça représente à peu près 30% des syndromes d'Alport. Les formes liées à l'X, 60%. Les formes récessives restent rares, 10 à 15%. Donc c'est important, bien sûr, de déterminer le mode de transmission pour le pronostic, pour le conseil génétique également. Alors, dans la maladie ialique, vous le savez maintenant, il n'y a pas de transmission d'un père à son fils. Les femmes hétérozygotes atteintes sont hétérozygotes, les hommes ce qu'on appelle les hémizygotes. Et donc, une femme atteinte a 50% de risque de transmission à ses enfants, garçons ou filles. Un homme atteint ne va jamais transmettre à son fils, et par contre va transmettre 100% à ses filles. Alors, pourquoi il y a ces 3 modes de transmission génétique? Parce que le syndrome d'Alport est dû à des anomalies d'un type de collagène, qu'on appelle le collagène type 4, il y en a plus d'une vingtaine. Ces collagènes, ils sont présents dans les membranes qui séparent les tissus, les membranes basales. Et il y a 6 gènes en fait, il y en a 2 qui sont sur le chromosome 1, on ne va pas en parler aujourd'hui. Il y en a un qui est sur le chromosome X, qu'on appelle COL4A5, c'est pour ça que la maladie est souvent liée au chromosome X, quand il y a des mutations de ce gène. Ça, c'est le syndrome d'Alport X. Et puis, il y en a 2 qui sont tête-bêche, COL4A3, COL4A4, sur le chromosome 2. Et là, ils vont donner lieu, quand il y a des mutations, un syndrome d'Alport soit dominant, c'est un seul des chromosomes, ce qu'on appelle un allèle muté, soit une forme récessive, si les 2 allèles, les 2 chromosomes sont mutés. Et ce collagène, il va former une structure particulière, hein, enchevêtrée, comme ça, en associant des chaînes 3, 4 et 5, par exemple. Et c'est une forme très particulière de collagène qui va être présente que dans le rein, l'oreille et l'œil. C'est pour ça que dans le rein, elle est importante dans ce filtre entre le sang ici, avec les cellules qui bordent les vaisseaux en violet, cette membrane avec ce collagène et d'autres protéines, et là, ce qu'on appelle les podocytes, et puis l'urine primitive qui se forme. Donc les anomalies de ce collagène vont faire une anomalie de ce filtre.
Et puis le fait que ce réseau soit aussi dans les yeux et dans les oreilles explique notamment la surdité très fréquente dans le syndrome d'Alport. Alors le risque d'insuffisance rénale avancée, stade 5, il est différent. Dans la forme IALX, c'est 100% chez les hommes, mais à un âge qui est très variable, de 15 ans à 70 ans. Chez les femmes, on estime que c'est 20 à 25%. Donc 80% n'auront rien, mais quand même 20-25% peuvent avoir une maladie sévère. Dans les formes récessives, c'est 100%, un peu comme les hommes IALX. Et dans les formes dominantes, on est en train de mieux le prédire. Avant, on disait 20%, mais en fait, il y a énormément de gens dans la nature qui ont un variant comme ça dans un des gènes du collagène COL4A3, COL4A4. On estime que c'est une personne sur 100. Et bien sûr, la grande majorité ne développe pas de maladie. On estime que 3 à 10% des porteurs de ces variants vont développer une maladie. Donc là, ça entraîne des difficultés de pronostic quand on identifie un variant comme ça dans la famille. Par exemple, non, ça on va passer, je ne vais pas avoir assez de temps. Le syndrome d'Alport IALX chez les hommes, il est sévère, parce que la moitié des hommes sont en insuffisance rénale avancée avant 27 ans. Ça, c'est une courbe de survie rénale. Et les femmes, c'est 25% après 60 ans. C'est beaucoup plus tardif. L'intérêt du diagnostic génétique, c'est aussi qu'il y a certains variants, si vous entrez dans le détail, un variant particulier en Europe de l'Est, qui a été identifié en Pologne, en Allemagne, qui est associé c'est juste une glycine qui est remplacée par une asparagine en position 624, dans le col 4 à 5. Ben, la survie rénale, si vous voyez, au lieu d'être classiquement comme ici en vert, avec 50% de survie à 30 ans à peu près, elle est à 50% à 60 ans. Donc une maladie qui est beaucoup, beaucoup moins sévère. Donc c'est un intérêt, c'est d'être plutôt rassurant quand on a ce type de variant. Mais c'est assez rare d'avoir comme ça une corrélation nette entre un variant et le pronostic rénal. Les formes récessives, là, c'est assez homogène. En moyenne, les gens arrivent en dialyse à 25 ans, mais ça peut être 15 ans jusqu'à maintenant, on voit des formes 45, 50, voire même plus récessives qui sont moins sévères parce qu'on connaît maintenant des allèles moins sévères. Les formes dominantes, c'est beaucoup plus tardif. L'arrivée en insuffisance rénale terminale est plutôt vers 40-60 ans. Il y a très rarement de surdité, il n'y a quasiment jamais d'anamélie oculaire. C'est dû donc à une anomalie de col 4A3, de col 4A4 sur un seul allèle, c'est-à-dire hétérozygote. Et il y a une grande variabilité au sein d'une même famille, ce qui est assez étonnant. Par exemple, sur cette famille, sans entrer dans le détail, vous voyez que ça touche 3 générations, même 4 générations. Une famille que je connais depuis une vingtaine d'années. Et il y en a qui arrivent en dialyse vers 50, 70, 80 ans. Et là, au sein de la même famille, donc c'est le même gène, COL4A4, la même mutation, et bien, il y a 2 frères. Il y en a un qui est arrivé en dialyse vers 50 ans, et son frère est venu me voir pour lui donner un rein. Et bien, il avait un peu de sang dans les urines, et il a le même variant. Mais il a juste 3 ans de moins, donc il est très proche. Même famille, même gène, même mutation. Lui, il a juste un peu de sang dans les urines. Pas de protéinurie, pas de microalbuminurie. Ce qui vous montre bien que parfois le gène seul ne suffit pas à expliquer la sévérité. Et on essaie de comprendre, et ce n'est pas facile, pourquoi il y a de telles variations au sein d'une même famille. Et c'est probablement, là encore, je vous dis, des milliers d'autres gènes, de variations dans d'autres gènes, qui définissent ce qu'on appelle un score polygénique. Ça, c'est encore du domaine de la recherche. Peut-être qu'un jour, on aura notre score polygénique. Donc, le spectre de la maladie, ce qu'on appelle le phénotype associé à un variant hétérozygote de col4A3, col4A4, c'est-à-dire qui va toucher un seul allèle, c'est rarement pas d'hématurie, pratiquement toujours une hématurie isolée. Est-ce qu'il faut appeler ça un syndrome d'Alport autosomique dominant? On débat beaucoup ça, notamment avec les familles dans nos workshops sur le syndrome d'Alport. Après, ça donne parfois hématurie plus protéinurie tardivement, plus maladie rénale chronique, et puis quelquefois des formes plus sévères jusqu'à l'insuffisance rénale terminale. Ça, c'est sûr que c'est un vrai syndrome d'Alport autosomique dominant. Donc, vous voyez des nuances pour ces variations. Alors, qu'arrive-t-il quand la génétique est négative? Parce que ça arrive. Et bien, ici, il y avait quelques familles dont on pensait que c'était un syndrome d'Alport lié au chromosome X, et puis le séquençage par NGS ou Whole exome était négatif. Alors,
qu'à toute évidence, il y a une maladie génétique. Et notamment, elle semble être transmise par les femmes, parce que les femmes, en général, ne sont pas du tout atteintes, ou ont juste un peu de sang dans les urines, et les hommes sont séparément atteints dans toutes ces familles. Et donc, dans ces cas-là, il faut penser à une mutation qui est cachée profondément dans l'ADN. Et Guillaume Dorval, ici, a développé une technique, je ne vais bien sûr pas entrer dans les détails, mais à partir d'une biopsie de peau, on cultive les fibroblastes et la peau, la chaîne du collagène est exprimée dans la peau aussi, cette chaîne alpha-5. Il séquence les ARN, tous les ARN des fibroblastes. Il va s'intéresser aux ARN surtout du collagène et il va voir s'il y en a qui sont anormaux et qui évoquent une anomalie de ce qu'on appelle l'épissage, que j'ai présenté au début. Et après, il va rechercher dans l'ADN génomique, c'est-à-dire avant la transformation d'ADN en ARN, s'il y a une mutation qui explique ces anomalies. Et de fait, il a trouvé des ARN où il y avait une insertion de ce qu'on appelle un pseudo-exon entre l'exon A et l'exon B. Donc ça entraîne un ARN anormal, une protéine anormale. Ou parfois, au contraire, c'est un exon qui saute anormalement. Et donc ça a été bien montré et confirmé. Ça a permis d'affirmer le diagnostic de syndrome d'Alport, le fait que ce soit un syndrome d'Alport-Guillaix, et ça peut aider parfois à faire un conseil génétique, voire plus, dans ces familles demandeuses. Et ce type d'approche a été réalisé maintenant non seulement sur les biopsies de peau pour le collagène de type 4, l'IALX, on va dire chaîne alpha-5, mais aussi dans les urines pour le collagène Col4A3, Col4A4, c'est-à-dire au syndrome d'Alport qui n'est pas l'IALX, qui est soit récessif, soit dominant, mais également pour la polykystose. On a développé, Guillaume a développé et publié d'ailleurs ce type d'approche pour des mutations qui n'avaient pas été trouvées par les techniques classiques. Alors, attention dans le syndrome d'Alport, en parlant de kystes, les kystes ne sont pas rares, à tel point qu'il y a eu des publications, on en a vu nous aussi, les Italiens, les Espagnols, on peut avoir comme ça des reins qui sont kystiques, mais ça ne ressemble pas à la polykystose parce qu'ils ne sont pas gros. Quand il y a une insuffisance rénale, la polykystose, c'est toujours des gros reins. Mais quand même, il faut faire attention de ne pas prendre ça pour une polykystose. Et j'ai vu il y a quelques mois un patient qui est venu me voir pour un deuxième avis. Il était étiqueté polykystose, il avait été mis sous tolvaptan. Et j'ai vu qu'il n'avait pas des gros reins, que ça ne pouvait pas être une polykystose autosomique dominante. Et j'ai fait faire une analyse génétique ici. Et en fait, il avait un authentique syndrome d'Alport autosomique dominant avec des kystes. Ce qui a conduit, bien sûr, à arrêter le tolvaptan, qui était totalement inutile. Donc, il y a des pièges qu'il faut connaître. Alors, les cibles thérapeutiques dans le syndrome d'Alport, on ne va pas tout faire, bien sûr. Toucher à l'ADN, réparer la mutation, on ne sait pas faire, comme on sait faire sur quelques maladies, hein, ça se touche sur les doigts de la main. Vous avez entendu parler pour peut-être la drépanocytose, la thalassémie. Maintenant, il y a une thérapie génique par la technique CRISPR qui a eu l'autorisation aux États-Unis et en Europe, mais il n'y a pas encore de maladie rénale pour lequel ça y est. Il y a des maladies qui touchent le rein, qui pourraient bientôt en bénéficier par contre, comme l'amylose notamment, parce que ça commence à être fait au niveau des gènes de l'amylose qui sont codés au niveau du foie. On peut essayer d'influer l'ARN, on va en dire un mot, puisque ça a commencé chez l'homme, et puis c'est en développement chez la souris. Il y a des molécules chaperones, ça c'est quand la protéine est mal foutue dans la cellule, on essaie de la remettre en place, il n'y a pas encore d'essai chez l'homme. Classiquement, on utilise le blocage séménine-angiotensine, on va en dire deux mots, les inhibiteurs de la GLT2, les glyphosines, on va en dire deux mots, les blocages de l'aldostérone, on va en dire deux mots, et puis des nouvelles approches dont on va parler. Il y a déjà eu des essais qui ont été des échecs, et puis il y en a d'autres en cours. Alors d'abord, le traitement de base, c'est le blocage séménine-angiotensine. Vous connaissez la plupart d'entre vous, le ramipril, l'irbesartan, et toute la famille des inhibiteurs de l'enzyme de conversion avec des sartans. Ça traite l'hypertension, ça traite l'hyperpression dans le rein, ça protège un peu le rein de la fibrose. Ça marche particulièrement bien au début dans le syndrome d'Alport, et on l'avait montré avec nos collègues allemands, Oliver Gross, il y a de nombreuses années, que
Ceux qui ne sont pas traités en moyenne arrivaient en dialyse vers 20 ans. Ceux qui étaient à un stade tardif, c'était un peu retardé plutôt vers 30 ans. Et ceux qui étaient traités à un stade précoce, plutôt vers 40 ans. Et à un stade très très précoce, microalbuminurie, peut-être qu'il n'arrivait jamais, mais il n'y avait pas assez de patients pour le dire. Donc c'est rétrospectif, ce n'est pas fort, mais tout le monde admet aujourd'hui qu'il faut traiter. La question, c'est un peu à partir de quel stade. Cela dit, on s'est aperçu en pratique et puis dans une cohorte qu'on supervise avec Laurent Cédé, néphropédiatre ici, depuis quelques années dans plusieurs centres en France, qu'il y a à peu près plus de 650 patients dans cette cohorte, que la protéinurie que vous voyez ici sur ce graphique, on va dire qu'elle est à peu près à 1 gramme au début, elle baisse à 1 an on va dire à 0,5 g, et elle stagne, et puis après elle a tendance à remonter après 3-4 ans. Donc il y a une espèce d'échappement, et on sait malheureusement que bloquer le système rénine-angiotensine avec ces sartans, ces inhibiteurs de conversion ne guérit pas la maladie, ça la ralentit très, très certainement, très nettement, mais au bout d'un moment, il y a un échappement. Alors, vous avez entendu parler, sûrement certains d'entre vous, de la dapagliflozine, de l'empagliflozine, c'est ce qu'on appelle les glyphosines, les inhibiteurs d'SGLT2, qui sont très à la mode depuis quelques années, qui sont donnés dans pratiquement toutes les maladies rénales, néphropathie IgA, notamment quand il y a une protéinurie, diabète bien sûr, et beaucoup d'autres. Dans le syndrome d'Alport, on ne sait pas spécifiquement. Il y a une petite étude rétrospective à laquelle on a participé avec les Allemands, voilà, qui a tendance à dire que ça fait baisser l'albuminurie. Et en pratique, on n'attend pas de grande étude parce que l'effet est tellement net dans toutes les maladies avec protéinurie qu'on le donne très très volontiers, en plus des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Donc on a déjà 2 armes, et puis on donne parfois une troisième molécule. On verra que cette classe, par contre, n'a pas fait sa preuve d'efficacité dans la polykystose, puisqu'elle était exclue. Alors, il y a beaucoup d'essais en cours dans le syndrome d'Alport. Il suscite beaucoup d'intérêt des boîtes de biotechnologie, de l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a un modèle animal sur lequel on peut tester des médicaments, plusieurs modèles de souris, et c'est un modèle, on va dire, de maladie rénale glomérulaire assez fiable. Et on va parler de différents médicaments, sans tous les énumérer. Il y a une classe thérapeutique, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'endothéline, les atrasentan, sparsentan. Vous avez entendu peut-être parler dans la néphropathie IgA, qui est disponible aux États-Unis, dans plusieurs pays en Europe, mais pas en France. On est toujours un petit peu les attardés de l'Europe avec le caractère un peu rigide de nos autorités de santé. Et puis il y a d'autres médicaments qui sont à l'étude. Alors, il y a des choses intéressantes. Je vais vous raconter très rapidement une petite histoire sur le Vonafexor. C'est une découverte presque fortuite, comme ça arrive en médecine, hein, parfois. Beaucoup de grandes découvertes qui sont faites un peu de manière fortuite. C'est une molécule, sans entrer dans le détail, qui est un analogue d'un récepteur qu'on appelle FXR, farnésoïde X récepteur, qui en fait va dans le noyau et va activer des gènes qui ont un élément de réponse à ce récepteur. Et puis il y a des tas de choses qui peuvent l'activer, notamment les sels biliaires, parce que c'est important dans le foie. Et c'est pour ça que ça a été développé initialement pour traiter les maladies du foie, en gros le foie gras, hein, la stéatose hépatique, avant le stade de cirrhose, chez des sujets souvent obèses, parfois diabétiques. Et puis on savait, il y avait des petites choses disant que ça pouvait jouer un rôle dans le rein. Et le laboratoire Regnault, qui est un laboratoire français, mais d'autres ont fait des études aussi, a traité des sujets atteints de maladies hépatiques. Ils ont montré que c'était bon pour le foie, ça diminue la graisse en IRM. Mais ils ont eu la surprise de voir qu'au niveau du rein, ils mesuraient la créatinine et le DFG estimé, alors qu'il baissait un petit peu dans le groupe placebo, là, non seulement il restait plat, mais même il avait tendance à s'améliorer. Donc la fonction rénale avait tendance à s'améliorer sous ce médicament. Donc ça les a beaucoup intrigués. Ils sont venus contacter ici Fabiola Terzi, qui travaille à l'INSERM et qui est néphrologue pédiatre, avec qui on travaille depuis de très très nombreuses années, et que j'avais incité à travailler sur les modèles de souris Alport. Et on a testé ce médicament sur des souris Alport, et pour faire très simple, chez l'animal, ça améliore la fibrose des reins et l'inflammation dans les reins des souris Alport. Et de fait, après, une étude de phase 2 vient de se terminer. Donc, vous voyez, c'est une petite étude, hein, 26 patients dans le monde,
dont j'étais l'investigateur principal, à la fois aux États-Unis et en Europe. On va passer bien sûr sur les critères, hein. On prend toujours des gens qui ne sont pas trop malades, c'est-à-dire que le débit de filtration, il est pratiquement toujours au-dessus de 30 dans les essais cliniques, rarement, en tout cas toujours au-dessus de 25, qui ont une protéinurie abondante malgré le traitement de base. Et puis on leur a donné des croissances de médicaments en ouvert, là tout le monde prenait le médicament. Et on a regardé ce que ça faisait sur la fonction rénale, et on a comparé à la pente historique de déclin de la fonction rénale, en bleu, donc ils perdaient 5-6 millilitres par an de fonction rénale, et en rouge, là c'est sous médicament, la fonction rénale se maintenait, même augmentait un peu pendant les 6 mois de traitement, et quand on arrête le médicament, ça redescend, mais ça persiste, il y a un petit effet qui persiste. Donc c'est une petite phase, mais prudente, c'est ce qu'on appelle la phase 2, c'est pour ça qu'il faut faire la grande phase 3 qui est en préparation, et qui j'espère démarrera l'année prochaine. Il y a une autre approche qui est très intéressante, bien qu'elle cible uniquement certaines mutations, mais c'est une approche intéressante parce qu'elle peut s'appliquer à beaucoup de maladies. Là, ça a été essayé dans l'Alport, mais elle peut tout à fait s'appliquer à la polykystose et ils ont déjà ça en tête aussi. C'est une approche qui va viser ce qu'on appelle les codons stop. Je vous ai expliqué tout à l'heure brièvement que l'ARN allait être transformé en protéines. Et pour qu'il soit transformé en protéines, il y a tout un appareil qu'on appelle le ribosome qui vient se coller à l'ARN et qui va synthétiser des acides aminés selon le code qu'on a vu et faire une protéine qui est un enchaînement de perles d'acides aminés. Et bien, quand il y a un codon stop, c'est une mutation qui dit au ribosome, il faut s'arrêter. Parce que normalement, il faut bien arrêter un moment la protéine, hein, c'est la fin de la route normale, mais quand il y a une mutation, eh ben, la protéine va s'arrêter avant. C'est un codon stop prématuré, c'est ça que les anglo-saxons appellent ça le PTC, prémature stop codon. Et il y a des molécules qui vont permettre au ribosome de passer outre ce codon stop. Donc, il voit un stop, mais il n'arrête pas la voiture, il continue, et il va continuer à synthétiser la protéine. C'est des molécules qui sont dérivées d'antibiotiques, les aminosides, et il y a une boîte qui s'est intéressée qui a relancé un peu cette technique qui était assez ancienne avec une molécule dont on ne connaît pas bien le détail, mais qui serait beaucoup plus efficace et moins toxique. Alors, ces mutations codon stop, attention, ça va concerner qu'une toute petite partie des gens qui ont un syndrome d'Alport, ça va cibler à peu près 7% des mutations. Voilà, on a regardé ici, nous, dans la base de données, même en France, voilà, c'est quelques dizaines de patients. Mais c'est un début, hein. Si ça marche, d'abord, ça sera formidable et ça pourrait être une preuve de concept. Alors, ils ont fait une toute petite phase 2 uniquement en Angleterre, je ne rentre pas dans les détails, mais ils ont traité pendant 8 semaines les gens avec quelques patients, hein, il y en avait 4, dont des enfants, avec ces molécules, et puis ils ont suivi après pendant 12 semaines. Ils ont regardé la protéinurie et ils ont fait surtout une biopsie rénale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait parfois dans des essais parce que si on veut voir de manière détaillée et sans attendre des années ce qui se passe au niveau du rein, parfois le seul moyen, c'est de faire une biopsie. Donc là, on savait exactement ce qu'il fallait rechercher dans le cas du syndrome d'Alport. Et ce qu'ils ont regardé, c'est cette perte d'expression de la chaîne de collagène en vert qu'on ne voit plus, là au milieu, on voit que du rouge. Et ben, après le traitement, là c'est le cas qui a le mieux marché, on voit une réexpression, même si ce n'est pas totale, partielle, de cette chaîne de collagène grâce au traitement. Donc c'est très encourageant. Et ils m'ont montré aussi que le filtre en microscopie électronique chez les patients, hein, c'est des jeunes patients traités, s'améliorait en microscopie électronique. Et donc, ils vont débuter une phase 2B. On est encore à la phase 2. Pour l'instant, il n'y a que l'Angleterre et les États-Unis. Et je me démène un peu pour essayer que la France puisse participer. Attention, c'est un essai dans ce qu'ils ont prévu. C'est un petit nombre de patients. Vous voyez, 24 patients. Et ils prévoient de faire, pas 2 cette fois-ci, mais 3 biopsies rénales, ce qui est peut-être un petit peu lourd. Et peut-être qu'ils vont se contenter de 2 biopsies, une au début du traitement et une à la fin du traitement. Et vous voyez que là, il y a au début, la première partie, il y a un groupe qui prend le placebo, un groupe qui prend le traitement, et après, tout le monde prend le traitement. C'est souvent comme ça, et c'est un avantage, parce que même si vous faites partie du placebo au début, après, vous allez avoir le traitement. Il y a quand même un bénéfice. Ensuite, il y a une autre approche dans le syndrome d'Alport qui est toute nouvelle,
c'est, sans entrer dans les détails, ce qu'on appelle la sémaphorine 3A. Peu importe, c'est une molécule, c'est complexe, mais qui est surexprimée dans les reins de syndrome d'Alport et qui va jouer sur les 3 cellules de la barrière, les podocytes, les cellules des vaisseaux, les cellules mésangiales. Il va jouer aussi sur la fibrose. Et donc, et ça a été essayé chez l'animal, un anticorps contre cette protéine, dans le laboratoire notamment d'Oliver Gross en Allemagne. Et en gros, les souris, ben, elles pissent moins d'albumine, ça améliore la fuite urinaire d'albumine. Et en bleu, elles survivent plus longtemps que les souris traitées uniquement par imipris. Donc, un effet très net sur la maladie rénale. Et de fait, ça a commencé, un essai de laboratoire Bayer dans une phase 2A, l'étude ACES. Vous voyez que c'est 60 patients dans le monde, hein, c'est pas beaucoup. Je ne vais pas entrer dans les critères. C'est un anticorps, donc ça s'injecte par voie sous-cutanée toutes les semaines, mais ça peut se faire à la maison. Et puis, il y a 6 semaines de traitement contre placebo, et après, pardon, 24 semaines, et après 24 semaines où tout le monde peut avoir le traitement. Et il y a 4 centres en France, Necker, ici, et dans la région parisienne, Brest, Bordeaux et Toulouse. Après, le futur, ça a été fait chez la souris. On pourra modifier les gènes, modifier les anomalies d'épissage avec des petits oligonucléotides, qu'on appelle les nucléotides en 6 sens. Ça marche la souris, les Japonais l'ont fait, l'ont publié. Ça marche dans d'autres maladies chez l'homme, mais il n'y a pas encore d'exemple de maladies humaines où ça a été fait. Mais par contre, c'est fait dans des maladies neurologiques, donc c'est plus de la science-fiction, c'est vraiment pour demain. S'il y a quelques scores sur le syndrome d'Alport, on peut les prendre. Oui. Alors, Vous voyez bien là l'écran? oui, on voit polykystose. Ouais, c'est bon, Ouais, d'accord. c'est bon. Alors, sur le syndrome d'Alport, alors on avait une première question déjà qui était plus sur les essais thérapeutiques, donc qui était la partie précédente. Peut-on espérer que les essais thérapeutiques sur les maladies courantes, donc Alport, PKD, etc., aient des répercussions sur les traitements des maladies génétiques plus rares, comme par exemple la Ah oui, mutation du gène UMOD? c'est une excellente question. Oui, on peut même dire que c'est bilatéral dans les deux sens. Un essai de médicament sur une maladie relativement fréquente, par exemple, je vous ai parlé du foie gras, hein, a donné des enseignements pour traiter peut-être la maladie rénale rare qui est le syndrome d'Alport. Une approche comme celle que je vous ai présentée dans le syndrome d'Alport pour les mutations de type STOP, avec cette molécule là qui permet de passer au-delà du stop. Si c'est très prometteur dans le syndrome d'Alport, ils sont déjà en train de penser à l'utiliser pour d'autres maladies, la polykystose et encore toutes les maladies génétiques imaginables où il y a un codon stop. Évidemment, ça coûte des millions de faire des essais, donc ils ne peuvent pas faire toutes les maladies en même temps. Mais oui, autre exemple, dont je vous en parlerai après, mais pour l'avancée des traitements de la mucoviscidose, il y a un traitement qui a révolutionné le pronostic de la mucoviscidose. Grâce à l'association de patients initialement, grâce à une boîte de biotech qui est devenue un géant qui s'appelle Vertex, ça marche très bien. Et maintenant, ils ont développé ça pour d'autres maladies rénales, dont la polykystose. Donc, la réponse est très clairement oui. Les résultats positifs d'un essai dans une maladie rare peuvent bénéficier à d'autres encore plus rares ou plus fréquentes. J'aurais également une question au niveau du syndrome d'Alport. Dans Alport autosomique dominant, si la mère a eu des enfants sains, quid des petits-enfants? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle sain. Si on est sûr qu'ils n'ont pas le variant génétique responsable du syndrome d'Alport, parce qu'ils avaient 50% chacun de l'avoir, s'ils n'ont pas le variant, les petits-enfants seront sains et toutes les générations à venir. Mais attention, quand on dit ne l'a pas, si c'est quelqu'un de 25 ans mais qui n'a pas vérifié qu'il n'avait pas de sang dans les urines, pas d'albumine, et qu'il n'a pas fait le test génétique pour être sûr qu'il n'est pas porteur, on ne peut pas être certain qu'il ne sera pas atteint 10-15 ans plus tard. Très bien. Et dans la même veine, on a une question sur cette fois-ci le père qui est atteint du syndrome d'Alport et qui se pose la question si du coup il est possible de transmettre cette maladie à son fils.
Alors, ça dépend du type de syndrome d'Alport qu'il a. Si c'est un syndrome d'Alport lié à l'X, le plus fréquent, non, à ce moment-là, il y a zéro risque de transmettre à son fils. Par contre, si c'est un syndrome d'Alport dominant, il y a 50% de risque. Donc, ça dépend vraiment du gène en cause. Très bien. Donc, Et il ne faut pas hésiter à les conseiller, à les demander une consultation de génétique, de conseil génétique, parce que tous les néphrologues, loin de là, bien sûr, ne sont pas des hyper spécialistes des maladies génétiques comme quelques-uns d'entre nous. Effectivement, à la question plus générale, si une maladie ne se manifeste pas chez une génération, est-ce qu'elle peut réapparaître ensuite ou être définitivement éliminée? Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à C'est l'heure. ce que vous venez de répondre à la Voilà. question. Non, la maladie en général, ne saute pas une génération. Donc, d'où l'intérêt aussi parfois de faire un test génétique chez les enfants de quelqu'un d'atteint. C'est non seulement les rassurer définitivement pour eux-mêmes, éviter tout examen de surveillance par la suite, que ce soit dans le sang, dans les urines, des échographies, des IRM, et les rassurer pour leur descendance définitivement. Donc, parfois, avec une prise de sang, souvent, avec une prise de sang, on peut avoir tous ces renseignements. Il faut toujours voir le verre à moitié plein aussi. Ça peut être extrêmement rassurant. Merci beaucoup. On a reçu beaucoup de questions sur la PKD, mais je vous laisse peut-être reprendre le Alors, fil s'il y a de beaucoup votre de questions sur la présentation PKD, avant. ouais, autant les prendre après. Ouais. La polykystose, donc je sais que ça intéresse bien sûr beaucoup d'entre vous. C'est plus facile globalement que le syndrome d'Alport. Donc, vous savez que c'est une maladie autosomique dominante. Donc, les hommes atteints peuvent transmettre aussi bien à leur fils qu'à leur fille, avec, vous le savez, 50% de risque à chaque génération. Ceux qui ne sont pas atteints, après, ne transmettront pas la maladie. Le diagnostic est en général facile, on n'a pas besoin de la génétique. Une échographie, en tout cas chez un adulte jeune, suffit quasiment toujours à faire le diagnostic s'il y a plus de quelques kystes dans les reins chez un sujet jeune. Parfois, on est amené à utiliser l'IRM, qui est plus sensible pour dépister précocement la polykystose. Et si après 20 ans, il n'y a pas de kyste à l'IRM, on est assez tranquille. Alors, il y a ce qu'on appelle une pénétrance complète, c'est-à-dire que ceux qui ont hérité du gène muté PKD1, PKD2 vont toujours développer la maladie, mais la sévérité va être assez variable au niveau du rein, au niveau du foie et au niveau de la présence ou non d'anévrisme. Vous savez qu'il y a deux gènes, PKD1 et PKD2. Ça, on va passer. Alors, c'est une sévérité très variable pour la même maladie avec deux gènes. Il y a des formes très rares in utero qui peuvent entraîner même une nécessité d'une interruption de grossesse, c'est ultra rare. Il y a des formes très sévères, c'est un sujet de 18 ans qui a déjà un stade 4 avec un débit de filtration inférieur à 30. Là, une forme moyenne, 33 ans, mais déjà un débit à moins de 60. Et puis là, une forme très peu sévère, 70 ans, et un DFGA 75 quasi normal, et on voit des reins avec juste quelques kystes. Ça pourrait être une forme PKD2 par exemple. Donc quand même une grande variabilité, d'où la difficulté chez un sujet jeune de donner le pronostic. Alors attention, avant même de parler de pronostic, il faut être sûr du diagnostic, parce qu'il y a plein de maladies kystiques qu'on connaît maintenant, sans entrer dans les détails. Ces différents tableaux peuvent être dus à une polykystose, mais aussi à autre chose. Par exemple, cette femme de 64 ans qui a un DFGA44 avec une histoire familiale, en fait, c'était un gène du collagène. Là, c'est un gène HNF1 bêta. Là, ce n'est pas génétique, c'est le lithium qu'on donne pour les maladies bipolaires, qui peut donner aussi comme ça des kystes, mais avec des petits reins. Et là, c'est un autre gène qu'on a identifié plus récemment, qui peut donner des kystes aussi, mais avec des petits reins, qu'on appelle des anagibérons. Donc attention, tous les kystes bilatéraux ne sont pas toujours de polykystose dominante. Et avant de donner un pronostic, un conseil génétique du tolvaptan, il faut s'assurer que c'est bien une vraie polykystose autosomique dominante. Alors, vous savez que ça peut toucher les reins, ça peut toucher les foies, avec très rarement des très gros foies, et même nécessiter parfois d'une greffe rénale. Le pancréas, il n'y a quasiment jamais rien, les vésicules séminales, le diverticulose colique, on n'est même pas sûr que ce soit plus fréquent. Les hernies ombilicales ou inguinales peut-être un peu plus fréquentes. Les valves mitrales au niveau du cœur, c'est vraiment minime, il n'y a quasiment jamais de complications. Et puis le problème des anévrismes intracrâniens qui sont rares, mais qui sont sévères.
Alors, c'est qui faut-il les rechercher? Les recommandations, les dernières études montrent que d'abord, ces anévrismes dans la population générale, c'est 2-3% de la population, avec un risque de rupture de 1 pour 10 000 personnes par an. Dans la polykystose, c'est à peu près 12% des gens, 10-12% qui vont avoir des anévrismes, mais il n'y en a que 1 pour 2000 patients par an qui risquent d'avoir une rupture. Et par contre, si vous êtes un apparenté à quelqu'un qui a dans des familles d'anévrisme, là, le risque est doublé. C'est 25% d'avoir un anévrisme, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va se rompre. Donc, dans une famille à anévrisme, il n'est pas du tout obligatoire, on m'a posé la question encore ce matin en consultation, il n'est pas du tout obligatoire que tout le monde développe des anévrismes. Alors, les sites thérapeutiques, ça c'est un schéma sur lequel je ne vais pas du tout entrer, mais pour vous montrer que bien que ça fasse 20 ans qu'on ait identifié les gènes PKD1 et PKD2, on sait qu'ils sont au niveau du cil, à la surface de la cellule, mais il y a des tas de voies de signalisation impliquées et on ne sait pas finalement quelle est la plus importante. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour bien comprendre. Le tolvaptan, vous connaissez, donc c'est le seul traitement qui est aujourd'hui sur le marché, entre guillemets, pour des gens qui ont un DFG supérieur à 25. En général, on dit qu'il faut que ça soit moins de 55 ans, mais ça peut se discuter. Et puis, c'est des gens qui sont à risque de progression rapide, notamment en France, soit basés sur on vous a parlé sûrement de la classe Mayo, c'est-à-dire le volume des reins en fonction de l'âge, soit parfois sur la génétique, ce qu'on appelle le pro-PKD score. Et donc ça ces éléments aident votre néphrologue à décider ou non s'il faut mettre du tolvaptan, proposer du tolvaptan. Après, certains sont moins spécialistes et ne veulent pas prendre cette décision et suivre les patients, parce que c'est parfois un petit peu délicat. C'est pour ça qu'on voit des patients suivis par d'autres néphrologues, parfois dans notre centre. Alors, les bénéfices attendus du tolvaptan, ça a un effet, c'est sûr, ce n'est pas la baguette magique, basée sur une des 2 grandes études qu'il y a eu. Vous avez en rouge la perte de la fonction rénale sous placebo et en bleu sous traitement. Vous voyez que ça peut retarder l'insuffisance rénale terminale de la dialyse selon le stade où on a commencé, de 2 ans jusqu'à 7-8 ans. Évidemment, si on commence quand le rein marche très bien, ça va retarder plus la dialyse. Si on commence à un stade où le rein ne marche plus qu'à 30%, on ne va pas gagner beaucoup. Donc ça a un effet, mais ça a aussi des effets secondaires. Vous savez, ça fait pisser énormément, 6-7 litres toutes les 1 heure à 1 heure et demie la journée. Ça fait que les gens se lèvent la nuit. Et puis, il faut surveiller le foie parce que dans 4-5% des cas, il peut y avoir des réactions hépatiques, heureusement qui sont très rarement graves, mais il faut faire une prise de sang tous les mois pendant 18 mois, puis tous les 3 mois, pour l'instant, à vie. Donc des bénéfices certains, bien que ce ne soit pas la baguette magique, mais quand même des inconvénients. Donc ça montre bien qu'il y a la place et qu'il faut absolument trouver des armes plus efficaces et mieux tolérées. Alors déjà, pour mieux tolérer le tolvaptan, on peut essayer de donner un diurétique qui s'appelle l'hydrochlorothiazide, qui est un vieux médicament qu'on utilise depuis 30 ans. On avait déjà l'idée que ça pouvait diminuer le volume des urines parce qu'on le donne dans le diabète insipide néphrogénique également, pour un mécanisme un peu compliqué. Et nos collègues hollandais, Ron Gansford notamment, ont eu l'idée de tester dans la polykystose et montrer que ça diminuait un peu le volume des urines. Vous voyez, ici, c'est la moyenne plutôt vers 7 litres sous tolvaptan avant l'hydrochlorothiazide. Et là, ça passe plutôt à 5 litres. C'était assez variable individuel sous traitement. Quand on arrête cette hydrochlorothiazide, ça remonte. Donc, ça a baissé en moyenne de 25% le quantité d'urine, ce qui peut être un avantage. Et de fait, ils ont lancé une étude internationale à laquelle on participe. On est 2 centres en France, ici à Necker et chez Émilie Cornec-Legal à Brest, où on va tester l'hydrochlorothiazide versus placebo, moitié-moitié, avec un suivi qui est assez léger, qui suit presque la vie courante. Et on va regarder non seulement la qualité de vie, la quantité des urines, voir si ça améliore le confort, mais également, parce qu'une étude suggère que ça pourra améliorer la fonction rénale à long terme sous tolvaptan. Donc ça, on aura les résultats dans 2-3 ans. Alors, il y a des choses totalement plus révolutionnaires qui se préparent.
c'est la cible des petits ARN, ce qu'on appelle les micro-ARN. Je ne vous en ai pas trop parlé encore. Qu'est-ce que c'est les micro-ARN? On en a à peu près 1 millier chez nous, dans nos cellules, dans toutes les cellules. Ça a été découvert il y a une vingtaine d'années. Et c'est des régulateurs de l'expression des gènes. Vous savez que donc maintenant que l'ADN double brun est transformé en ARN, ça c'est vrai pour tous les gènes, ici par exemple PKD1, PKD2, et puis dans la cellule, en dehors du noyau, il se balade plein de petits ARN, micro-ARN, ce qu'on appelle les MIR, et il y en a un, le numéro 17, il est connu pour se lier spécialement, entre autres, au gène de la polykystose. Il se lie à d'autres, mais entre autres, il se lie à celui de la polykystose et il entraîne sa dégradation. Donc, il réprime un peu le gène de la polykystose naturellement. On ne sait pas pourquoi. Et dans la polykystose, il a augmenté, donc il va encore plus freiner la synthèse de polycystine normale. Parce que vous vous rappelez qu'on a un gène muté, un gène normal dans la maladie polykystique. Et l'idée est donc venue de donner un antagoniste de ce MIR, un anti-MIR, comme ça avait été fait déjà avec un anti-MIR 21, un autre essai dans la polykystose. Un anti-MIR qui maintenant, que ça a été repris par Novartis, a un petit nom, ça s'appelle le farabursen, qui va se lier sur le MIR 17 et va l'antagoniser. Donc c'est un bloqueur du bloqueur. Si vous bloquez le bloqueur, ça va augmenter l'expression des gènes polycystine 1 et 2, augmenter la protéine, et on espère améliorer la fonction des reins. Donc il y a une petite étude chez l'animal, bien sûr, ça améliore les reins polykystiques chez l'animal. C'était publié déjà il y a près de 4 ans dans un très gros journal, Nature Communication. Ça améliore la survie des souris. Il y a une phase 1B qui a été faite avec un anti-MIR chez un petit nombre de patients qui est encourageante sur le volume rénal et sur l'expression des polycystines dans les urines. Et puis bientôt, là, le protocole est fait et on devrait pouvoir débuter, notamment en France, début 2027, la phase 3 avec le farabursen. Il y a une autre cible, c'est de cibler un facteur de croissance. Sans entrer dans le détail, on l'appelle insuline grosse facteur. Et ce facteur de croissance, il stimule la croissance de beaucoup de cellules dans l'organisme, mais notamment, il est très abondant dans les kystes. Donc l'idée est d'essayer de bloquer ce facteur, pas directement avec un anticorps qui le bloque, mais on va bloquer une enzyme qui l'active. Donc c'est un procédé là encore indirect. On va bloquer l'inhibiteur et ça a été essayé chez la souris polykystique et de fait ça améliore. Vous voyez, la souris non traitée, il y a des kystes, la souris traitée, il y a beaucoup moins de kystes, et ça a été mesuré, c'est significatif. Et il y a 2 laboratoires qui ont lancé un essai de manière surprenante un peu en même temps, avec un anticorps monoclonal qui bloque cette voie-là. Il y en a un de GSK, un d'AbbVie, une phase 1B et une phase 2. La phase 1B, c'est 20 personnes dans le monde. La phase 2, il y en aura à peu près une soixantaine. Et donc, nous, on participe aussi ici à cet essai, avec là aussi le groupe de Brest, chez Émilie Cornec. Et des gens qui sont intéressés peuvent me contacter. Il y a bien sûr des critères particuliers de stade de la maladie, d'âge, de DFG qui ne doit pas être trop bas ni trop haut. Donc des critères assez particuliers, comme toujours dans les études. Donc c'est encourageant et on verra ce que ça donne, on ne le sait pas du tout pour l'instant. Alors l'étude, l'avantage c'est que c'est comme placebo, mais il y a, si vous voulez ce qu'on appelle des bras, il y a 3 bras qui vont prendre le médicament après et un seul bras qui prendra le placebo. Donc ça fait 300 sur 4 d'avoir le médicament. Et puis viendront peut-être des thérapies à base d'oligo-antisens, d'autres siRNA qui sont en développement. Enfin, il y a l'approche un peu chaperonne. Donc, ce que je vous parlais, c'est l'approche du laboratoire Vertex, comme pour la mucoviscidose. Il y a certaines mutations, donc ça va cibler à peu près uniquement 10% des mutations de la polycystine 1, donc du gène PKD1, qui font que la protéine va rester coincée, si vous voulez, au lieu d'aller à la surface de la cellule à cause de la mutation. Elle est mal foutue, elle reste coincée dans un compartiment.
et le correcteur va venir se coller à cette protéine, à la polycystine, et va l'aider à aller à la surface où elle va agir comme elle sait le faire en tant que canal, notamment pour faire rentrer le calcium, le sodium dans les cellules. Et donc, c'est un essai qui a débuté. Il y a 2 centres en France, là encore aussi, Brest et Necker. Ça va être 25% dans le monde, donc c'est vraiment une phase très, très précoce. Et on espère que ça débouchera sur des phases plus tardives. Enfin, il y a un essai avec un médicament là, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui n'a pas été testé dans la polykystose. C'est ces fameuses glyphosines, notamment la dapagliflozine. Il y a une étude, programme hospitalier de recherche clinique qui a été acceptée, qui est pilotée par Dominique Guéraud à Rouen et Émilie à Brest, Émilie Cornec, et qui devrait débuter bientôt pour tester l'effet de la dapagliflozine sur le volume rénal, notamment sur la croissance du lait. Très bien. Donc, j'aurais une question. Une patiente greffée à Necker peut-elle avoir une étude de son génome de la PKRD? Cette étude est-elle pertinente pour ces enfants qui sont eux aussi concernés par la PKRD? Alors, c'est une bonne question. C'est affaire de cas. Alors, les enfants, ça dépend. On sait déjà qu'ils sont atteints. Donc, il faut faire attention de ne pas faire des généralités, quoi. Si on sait déjà que les enfants sont atteints, pour eux, s'il n'y a pas d'ambiguïté diagnostique, là encore, ce ne sera pas une aide de diagnostic, mais ça peut être une aide au pronostic et ça peut être une aide éventuellement au traitement très bientôt. Donc moi maintenant, oui, je dis que toutes les polykystoses doivent avoir un génotype. S'il y a un intérêt, c'est des sujets qui ne sont pas à un stade très avancé. Hein. Si vous êtes dialysé, greffé, bien sûr, il n'y aura pas de traitement spécifique pour votre maladie. Merci. Une autre question sur la PKD. Donc, on a le cas d'une fratrie de 5. Donc, 4 personnes sont atteintes. Et parmi les 10 cousins, la génération d'après, qui sont 10 cousins, il y a une seule femme qui est atteinte. Donc, elle trouve ça, forcément, étant la seule atteinte, elle trouve ça étonnant. Qu'est-ce qu'on peut lui... Alors les cousins, ça dépend, c'est Ouais. des cousins germains, c'est du côté du parent, des cousins, c'est du côté du parent atteint. Je pense que c'est du côté des parents atteints, j'imagine. C'est toujours difficile quand on n'a pas l'arbre sous les yeux, mais si c'est du côté donc il y a 5 frères et sœurs atteints. Donc déjà, bon, histoire des statistiques habituelles, c'est 1 sur 2, mais bon, ça sur une petite famille, ça arrive. Après, pour que les cousins, il faut que donc on pense que le père est atteint, par exemple, et c'est sa C'est ça. sœur, les enfants de sa sœur. Mais il faut que la sœur, déjà, est-ce qu'elle est bien atteinte, la tante? Et après, une personne atteinte, elle peut par chance avoir un seul enfant sur 5, sur 10 qui va être atteint. Hein. Après, c'est une question on tire la pièce à chaque fois, hein. C'est pile ou face à chaque enfant. C'est ça, c'est une chance sur 2 pour chaque... Une chance sur 2. Donc, il y a ceux qui n'ont pas de chance, ça va être 3 sur 4 atteints, et ceux qui ont beaucoup de chance, ça va être 0 ou 1 sur 4 atteints. Merci. Une question sur le syndrome d'Alport. J'ai le syndrome d'Alport lié à l'X. Ma mère et mon fils sont dialysés. Y a-t-il des essais cliniques sur Marseille pour essayer de ralentir la progression de ma maladie? Comment intégrer un essai clinique national? Ah, ça c'est une très bonne question aussi. Alors les essais sur le syndrome d'Alport actuellement, il y en a un avec ce fameux qui est ouvert, ce fameux anticorps, cette biothérapie, anticorps anti-sémaphorine. Je ne crois pas que Marseille soit un centre. Donc, parce que j'ai en tête 2 autres, mais je ne crois pas que Marseille soit un centre. Après, il y a toujours possibilité, même si ce n'est pas dans sa ville, de participer à une étude. Moi, j'ai déjà des patients qui habitaient Lyon, qui habitaient Montpellier, qui sont venus pour participer à un essai. Ils prennent le train, on leur paye le train, on leur paye l'hôtel s'ils doivent passer la nuit ici. Ils passent quelques heures, une demi-journée à l'hôpital au moment des visites et ils retournent chez eux. Donc, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas le plus facile, mais c'est possible. On nous propose même parfois pour des patients de l'étranger, de la Belgique, de la Suisse, ce qui pourraient venir ici. Donc c'est tout à fait possible. Aux États-Unis, ça se fait couramment. Hein. Les gens prennent l'avion, font 3000 km pour aller à la Mayo Clinic, participer à un essai. Donc oui, la Merci. réponse est oui, c'est possible. La réponse est oui, c'est possible. OK. Une nouvelle question sur les traitements de la PKD. Donc, une personne qui est atteinte de PKD1 à 45 ans et qui a été traitée sous tolvaptan
mais pendant 4 mois et qui a très mal supporté le traitement. Donc, qui pour l'instant a cessé de le prendre. Donc, il se pose la question des alternatives. Donc, quelles sont les alternatives parmi les solutions en test qui sont décrites et Alors comment aujourd'hui, peut-on être éligible à ces traitements? ouais, le seul médicament, vous le savez, accepté dans le monde entier, c'est le tolvaptan. Donc après, c'est des essais thérapeutiques, les essais dont je vous ai parlé. Celui qui est ouvert va être ouvert un petit peu de temps. C'est cette biothérapie avec l'anticorps contre la voie du facteur de croissance, là, IGF-1. Je n'ose pas retourner en arrière, j'ai peur de me déconnecter. Donc ça, c'est un essai qui est ouvert. Effectivement, après il y a quelques critères de volume de rein, mais s'il est traité par tolvaptan, en général, c'est que c'est des formes à risque de progression rapide. Euh, et donc, ça pourrait entrer dans les critères. Après, voilà, il y a très peu de centres pour cet essai. Je crois qu'il y en a trois en France. Mais vous pouvez tout à fait me contacter et je trouverai, c'est un centre à proximité de la région où vous habitez. Merci, professeur. Je On ne a pourrais même plus vous laisser, je pourrais même vous donner, mettre sur le site ce qui est communicable publiquement sur le livret, le feuillet d'information. le pays. Très bien, on pourra le joindre effectivement Ouais. au replay du webinaire. Alors, on a d'autres questions, mais qui concernent d'autres maladies. Pardon, on a une question juste à l'instant qui concerne la PKRD. Ma fille est suivie pour une PKRD hépatorénale et un traitement sous Wegovy pour obésité. Aujourd'hui, sa créate est normale, sa DFG à 85. Quel risque pour sa fonction rénale? Le Wegovy, donc les analogues de GLP-1, ces médicaments de l'obésité, du diabète initialement, plus ça va, plus on s'aperçoit qu'ils sont très bons pour les reins. Alors pour la polykystose, je ne peux pas vous dire. Il y a des données un peu préliminaires qui sembleraient dire que c'est bon aussi pour la polykystose. On discute ça avec nos collègues pour l'essai Hydroprotect, justement. Ils ont décidé de ne pas prendre les patients sous Wegovy parce que ça risquait de fausser les choses. Donc c'est un petit signal, il est plutôt bon. Et à contrario, être obèse est très mauvais pour la polykystose. Ça, c'est bien montré. Il y a une association entre la vitesse de progression et l'indice de masse corporelle. Les kystes aiment beaucoup le gras, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai une nouvelle question sur la PKD. Mon père était atteint de PKD, moi-même porteuse et greffée foie-rein. Une de mes filles qui a 30 ans est également atteinte. Doit-elle commencer des examens? Alors, si elle est atteinte, c'est qu'elle a déjà commencé des examens. Elle a au moins fait une échographie. Après, tout dépend de ce qu'on appelle examen. En tout cas, oui, elle doit avoir un suivi, même s'il n'est pas très fréquent, hein. Un suivi de la tension 2 fois par an minimum, 2 à 3 fois. Et après, tout dépend du volume de ses reins. Il faut estimer le volume des reins. Maintenant, c'est vraiment un facteur pronostic avec la classification Mayo. Ça peut se faire sur un scanner, sur une IRM, assez facilement. Parce que s'il y a à la génération au-dessus des gens qui ont eu une greffe, à la fois foie et rein, ça veut dire quand même que c'est une forme de polykystose assez sévère. Donc ça vaut le coup en tout cas de faire un bilan complet et après de voir si c'est un bilan à répéter de manière plus ou moins espacée. Ça peut être tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce que les formes sont très variables. Donc il y a des gens qui ont dit vous revoit dans 3 ans. Très bien. Une dernière question sur le tolvaptan. Si on est déjà sous tolvaptan, est-ce qu'on peut rentrer dans un essai clinique pour la PKD? Alors oui, très très bonne question. Alors dans les essais cliniques, je ne vais pas assez détailler, mais surtout les phases 3, on va comparer soit à un placebo quand il n'y a pas vraiment de traitement, soit à un comparateur. Tous les essais qui sont actuellement dans la polykystose, quasiment, enfin en tout cas les gros essais, notamment des nouvelles molécules, sont chez des patients qui ne prennent pas de tolvaptan. Donc c'est soit qui n'ont jamais voulu le prendre, soit qui ne l'ont pas supporté, ont voulu l'arrêter. On n'arrête pas pour rentrer dans un essai, mais c'est les gens qui n'en peuvent plus de prendre le tolvaptan. Et vous savez qu'il y a 10 à 20% des gens qui ne veulent pas commencer et 10 à 20% des gens qui arrêtent. Donc c'est un médicament difficile. Donc aujourd'hui, le seul essai, par contre, pour les patients qui prennent le tolvaptan, c'est cet essai Hydroprotect avec l'hydrochlorothiazide.
C'est un essai facile. Alors après, ça ne va pas changer la vie. Forcément, il y aura quand même des effets du tolvaptan. On espère moins, mais ça ne disparaît pas. Voilà. Mais aujourd'hui, non, il y a personne encore a fait, j'ai un médicament fantastique, je veux le comparer au tolvaptan. Très bien, merci. Et une dernière question sur APKD. Quels sont les facteurs qui expliquent une évolution négative plus rapide de la PKD? Plus rapide. Alors ça aussi, c'est une excellente question. Il y a deux catégories de facteurs. Il y a des facteurs, on va dire, extrinsèques. C'est un peu le mode de vie. C'est le tabac, c'est l'obésité, le diabète, le cholestérol, peut-être un environnement toxique, on ne sait pas très bien. Ça, c'est des facteurs extérieurs sur lesquels on peut jouer. Une pression artérielle mal contrôlée, probablement aussi, ça participe. Hein, si vous avez une hypertension artérielle et qu'elle n'est pas très bien contrôlée. C'est que dans la polykystose, on conseille un contrôle très très strict avec 120 de systolique maximum, voire même 110, certains disent. Donc ça, c'est les facteurs un peu extrinsèques, on va dire, après, sur lesquels on peut jouer. Après, il y a les facteurs intrinsèques. Ça, c'est les gènes modificateurs dont je vous ai un petit peu parlé, ce qui font qu'au sein d'une même famille, avec le même gène, par exemple PKD1, la même mutation, par exemple un codon stop, eh ben, il y en a qui vont arriver en dialyse à 40 ans et d'autres à 60 ans. Ça, c'est les 10 000 autres gènes. Et on a tous des variations et on a des coquetteries dans l'ADN qui font qu'on est plus protégé vis-à-vis d'une maladie. Merci, professeur. On a épuisé les questions sur le sujet de la PKD. Après, on a d'autres questions sur d'autres maladies. Alors après, je vous laisse le choix. Est-ce que vous souhaitez poursuivre Alors, la non, présentation c'est ou vous, répondre aux Moi, questions plutôt? je m'adapte. Il reste 10 minutes, c'est ça, jusqu'à Oui, il 20 reste heures. 10 minutes. Oui. Donc, soit on répond à d'autres questions, soit je vous fais 5 minutes sur les ARN interférents, qui est une nouvelle approche thérapeutique, mais dans une maladie ultra rare, l'hyperoxalurie. Alors, c'est une maladie très rare qu'on appelle l'hyperoxalurie primitive. Mais je voulais vous présenter le concept des ARN interférents parce qu'ils sont appliqués dans beaucoup de maladies et peut-être ils reviendront dans d'autres maladies. Alors, l'hyperoxalurie, c'est un mot un peu compliqué. C'est des gens qui produisent trop d'oxalate qui va se lier au calcium et faire des calculs. Donc, au niveau du rein, c'est non seulement des calculs très sévères, très tôt, ça peut commencer dans la toute petite enfance. C'est avec les calculs encore, mais surtout, ça peut précipiter dans les reins, comme vous le voyez sur cette photo, et ça peut rapidement détruire les reins. Parfois même chez un tout petit enfant et conduire à la dialyse. Et c'est diagnostiqué parfois déjà au stade d'insuffisance rénale avancée. Et une fois que les UV sont dialysés, cet excès d'oxalate, non seulement il est dans le rein, mais il est plus éliminé par le rein, il va passer dans le sang et il va aller se déposer sur les yeux, le cœur, les os, les petits vaisseaux. Donc il peut abîmer beaucoup d'organes. Donc c'est une maladie qui est très rare, mais qui peut être très grave. Et je ne vais pas entrer dans le détail métabolisme, mais pour vous montrer un petit peu, c'est une maladie qui est due à un défaut d'une enzyme qui est dans le foie, qu'on appelle AGT, peu importe le détail. Cette enzyme, elle est impliquée dans la formation de ce fameux oxalate qui va être produit par le foie, passer dans le sang et se déposer dans les reins. Quand il y a une mutation de ce gène AGT, il y a une accumulation d'oxalate. Et donc l'idée a été de bloquer, pas de réparer le gène, ça c'est en train d'être essayé, mais on ne sait pas encore tout à fait le faire, mais de bloquer en amont, si vous voulez, le précurseur de l'oxalate. Et pour faire ça, pour bloquer l'expression d'un gène, on a utilisé la technique des RNA interférences. C'est un peu comme les oligonucléotides antisens. Ça a valu le prix Nobel à ceux qui ont développé cette technologie il y a une dizaine d'années. C'est un petit RNA qui est en violet ici, double brin, qui va, une fois qu'il rentre dans la cellule, se lier à un complexe qu'on appelle RISC, peu importe. Et après, il va aller se lier à l'ARN d'intérêt. Vous l'avez fabriqué pour qu'il se ligne, par exemple, là, on va voir à l'ARN d'une enzyme du foie. Et là, c'est bien spécifique, il va se lier quasiment qu'à ça, et il va entraîner sa dégradation en le coupant en petits morceaux. Et donc là, ce qui a été fait, c'est avec le lumasiran, on va cibler une enzyme qu'on appelle GO ici, et donc il n'y aura plus de production d'oxalate. Et une autre compagnie a développé le nédosiran, qui est aussi un cRNA, qui va développer
bloquer une autre enzyme qu'on appelle LDH, qui va aussi bloquer la production d'oxalate. Et c'est une technologie qui marche merveilleusement, notamment pour cibler le foie, parce que ces petits ARN, ils ont une espèce de tête chercheuse qui est faite pour reconnaître les cellules du foie. Ça marche très très bien, il y a de nombreuses maladies maintenant qui sont traitées comme ça. Et est-ce que ça marche? Ben oui, vous voyez qu'il y a une étude au début, plusieurs études, mais contre placebo, on mesure le taux d'oxalate dans les urines. Ceux qui sont sous placebo en bleu foncé, au bout de 6 mois, ben, ça ne bouge pas. Ceux qui sont en bleu clair, ça baisse de 60%. Hein, donc, c'est vraiment considérable. Et ceux qui étaient sous placebo au bout de 6 mois, vous les passez sous médicaments, hop, ils baissent aussi, ils rejoignent ceux qui étaient sous médicaments. Donc, c'est assez spectaculaire. Et maintenant, c'est disponible dans beaucoup de pays, dont la France, pour diminuer le risque de lithiase dû à l'oxalate. Et ça semble marqué. Pour l'instant, les études sont courtes, mais on commence à avoir du recul. En France, on est très actif là-dessus, notamment avec le groupe de Lyon. Et deuxième intérêt, ça va diminuer les lithiases, mais on perd aussi que ça va diminuer le risque d'insuffisance rénale. Et pour ceux qui sont arrivés en insuffisance rénale, ça peut changer les choses parce que auparavant, ceux qui arrivaient en dialyse, ils avaient besoin d'une greffe, non seulement de rein, mais de foie pour réparer ce foie malade à cause de la mutation. Et grâce au siRNA, on peut maintenant faire une dialyse intensive, quelques mois de traitement avec un siRNA pour nettoyer un peu l'excès d'oxalate, et après faire une greffe de rein seul, et donc se passer d'une greffe de foie qui est quand même très long. Donc c'est quand même changer totalement la prise en charge d'une maladie. Et là encore, pour illustrer votre question de tout à l'heure, cette approche par siRNA, elle est utilisée pour traiter la maladie de Berger en bloquant le complément, l'hypertension artérielle en bloquant la voie du système rénine-angiotensine, l'amylose à transthyrétine qui peut toucher aussi le rein, et encore beaucoup de développement, mais principalement la limite, c'est qu'il faut que ça se passe en foie. Voilà. Je n'ai presque pas dépassé les 5 minutes. 5 minutes tout pile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais une question sur la hyalinose segmentaire et focale. Quelle composante génétique de la HSF et existe-t-il des traitements contre en fait cette HSF? Plus précisément concernant la mutation du gène TRPC6. Waouh, ah oui, c'est une question, oui, je l'ai vue celle-là, oui. Eh ben, ça tombe bien. Alors, c'est un peu compliqué pour que tout le monde comprenne. HSF, c'est un terme barbare, c'est hyalinose segmentaire focale. En gros, c'est une maladie du filtre, comme syndrome d'Alport. Ça laisse passer les protéines. Donc, ça ressemble un peu au syndrome d'Alport, ça laisse moins passer le sang. Et ça laisse passer beaucoup, beaucoup de protéines et le rein s'abîme. Et il y a des formes acquises qui sont dues en général à une maladie auto-immune, à des auto-anticorps, et il y a des formes génétiques. Là, on parle de la forme génétique. Il y a une 60aine de gènes maintenant qui peuvent donner ces maladies, qui peuvent être liées à l'X, récessive, dominante, ça dépend du gène. Et parmi ces gènes, il y a TRPC6. TRPC6, il ressemble un peu à la polycystine 2. Les trip channels, c'est des canaux qui sont à la surface de la cellule et qui servent à faire rentrer du calcium, du sodium dans les cellules, sous l'influence, par exemple, du flux urinaire, de la pression. Et ces mutations, c'est extrêmement rare. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a un essai qui a débuté avec un antagoniste de TRPC6, non seulement pour les patients extrêmement rares comme vous qui ont cette maladie, mais également pour d'autres formes de maladies glomérulaires type hyalinose segmentaire et focale. Et on doit commencer bientôt un essai qui s'appelle Podomant, dont on devrait pouvoir vous parler dans quelques semaines. Je ne sais pas exactement combien de centres participent en France. Merci, professeur. Une question sur le lien entre PKD et contraception chez la femme. Est-ce que la contraception développe les kystes dans la PKD? Alors, ça dépend de quel kyste on parle. Les kystes du rein, ça n'a probablement pas beaucoup de rôle. Peut-être même les oestrogènes sont un peu protecteurs. La polykystose en général est un tout petit peu plus sévère chez les hommes que chez les femmes, mais c'est vraiment minime. Par contre, pour le foie, c'est majeur.
les gros foies polykystiques dont je n'ai pas parlé aujourd'hui se voient quasiment uniquement chez les femmes. Et vous savez que ça peut entraîner des foies qui deviennent vraiment énormes, à tel point qu'on demande parfois aux femmes si elles sont enceintes, alors qu'elles ont un gros foie, en plus souvent des gros reins, mais pas toujours. Et donc, dans ces cas-là, on pense qu'il y a un rôle des hormones. Donc, les pilules, notamment si elles sont fortement dosées en oestrogène, peuvent favoriser la croissance des kystes. Alors maintenant, c'est rare ces formes avec de très gros foie. Donc, une jeune femme qui a une polykystose, qui a juste pas de kyste ou 3 kystes dans le foie, est-ce qu'il faut lui dire de absolument pas prendre de pilules avec des oestrogènes? C'est une question qui n'est pas totalement tranchée. En tout cas, mini-dosée, oui, et si elle peut prendre autre chose, c'est mieux. J'ai une nouvelle question sur la PKD. La PKD D1 est-elle plus rapidement évolutive vers la dialyse que la D2, s'il vous plaît? Oui, très nettement. En moyenne, PKD1, c'est 55 ans, 58 ans. PKD2, c'est plutôt 72 ans. Hein, donc, il y a presque 20 ans d'écart sur la moyenne. Hein. Voilà. Donc, PKD1, c'est pratiquement toujours avant 68-70 ans et PKD2 toujours après. Donc, il y a une grosse différence de pronostic. Merci Il y a encore beaucoup. un des intérêts de faire le génotypage chez des sujets relativement jeunes. C'est quand même rassurant pour savoir qu'on va pouvoir finir une vie professionnelle sans avoir besoin de dialyse ou de greffe. Merci beaucoup, professeur. On arrive au terme de notre webinaire ce soir. Il est 20h01. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éclairages, professeur. Il nous reste quelques questions non traitées dans le module questions-réponses, mais si vous en êtes d'accord, je me permettrai de vous les transmettre, peut-être pour apporter une réponse par Oui. écrit, et on les joindra au replay du webinaire qui sera disponible. D'accord. Que personne Très reparte volontiers. avec une réponse. Voilà. J'ai oublié Encore de laisser un merci. contact, mais les gens peuvent vous contacter et vous me relayerez si Exactement, on des pourra gens sont relayer, intéressés par les essais. relayer Bon, ben, exactement j'espère que les c'était pas questions. trop long et compliqué. Et en tout cas, il y a eu des questions passionnantes et ça montre bien que ce type de webinaire est très, très utile et bravo à Renalou de l'avoir organisé. Merci. Et grâce à vous, on voit que la recherche avance et que Oui, progressivement, il y a de oui, nouvelles depuis quelques perspectives années. qui Moi qui s'ouvrent. suis là Mm. depuis très longtemps, hein, ça fait 30 ans que je travaille sur les maladies génétiques. Voilà, depuis 5 ans, c'est impressionnant tout ce qui est en train de se faire là. Merci à tous. En tout Beaucoup cas, merci à d'espoir pour vous. bientôt. Allez, au revoir. Exactement. Plein d'espoir. Merci à tous. Au revoir. Et puis, à bientôt. Passez une bonne soirée, tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.